Dans un vaste univers, d'innombrables étoiles scintillent à travers de vastes nuages cosmiques colorés. Mais au sein de cette étendue se trouve un vide infini où une brillante explosion d'énergie perce les profondes ténèbres. Cet univers abrite tous les êtres imaginables, des puissants sorciers et faucheux sinistres aux robots avancés et aux dragons. Parmi les innombrables mondes, il existe une planète désolée et ardente qui ne peut être décrite que comme l'enfer. Cet endroit abrite la pire prison de l'histoire, une forteresse de haute sécurité massive conçue pour le confinement. Connu sous le nom de solitude de Cressement, il abrite les criminels les plus redoutables et dangereux de tout le cosmos. À l'intérieur de l'une de ces cellules, une petite créature ressemblant à un scorpion se précipite sur le sol froid et métallique. Une grande main se baisse soudainement et arrache la minuscule créature, la soulevant du sol. La main appartient à un prisonnier aux longs cheveux blancs qui est assis seul dans la tristesse de sa cellule. L'homme aux yeux bandés amène calmement la créature à sa bouche, la traitant comme un simple repas. Il la mâche un instant, notant simplement son goût amer avec une expression stoïque. Le prisonnier est assis tranquillement dans son unité de confinement, éclairé uniquement par une faible lumière venant d'en haut. Il s'installe ensuite dans une position croisée, conservant son calme dans la cellule silencieuse. Soudain, une lumière vive perce l'obscurité lorsqu'une fente dans la porte massive s'allume. La lourde porte s'ouvre, inondant la petite pièce d'une brillante lumière remplie de particules. Un garde attend que le prisonnier flotte en se demandant si un mois s'est déjà écoulé. Le garde le fait sortir de la cellule et l'emmène dans un vaste puits profond bordé de machines. L'homme aux yeux bandés se tient silencieusement à côté du garde en armure, prêt à être escorté. Ils lèvent tous les deux les yeux sur les imposants murs complexes de la prison de haute technologie. L'intérieur de la prison est un labyrinthe vertigineux de plateformes flottantes et de structures avancées. Un long escalier flottant se matérialise créant un chemin vers le haut à travers le vaste gouffre mécanique. Le prisonnier aux yeux bandés monte les marches brillantes d'un pas régulier, le garde le suivant de près. Le garde est incrédule, trouvant étrange qu'un prisonnier ouvre la voie sans aucune indication. Il se souvient que ses aînés lui ont conseillé d'accepter simplement le comportement étrange de ce détenu et de ne pas y résister. Après tout, la structure de la prison change tous les mois, rendant inutile toute tentative de prédire la disposition. Cela laisse le garde complètement déconcerté quant à la façon dont le vieil homme pourrait connaître le bon chemin. Il surveille le dos des détenus avec un mélange de suspicion et de crainte, incapable de comprendre la situation. Le prisonnier se retourne et dit avec désinvolture au garde de faire attention sur le chemin du retour, tandis que le garde lui dit simplement de monter. Une fois le transfert terminé, le garde fait son rapport à ses supérieurs et demande ses coordonnées actuelles. L'homme aux cheveux blancs nommé Kun se tient maintenant dans une salle immense remplie d'innombrables autres prisonniers. Il scrute calmement la grande zone, estimant sa taille à environ 650 mètres carrés. Immédiatement, un groupe de détenus remarque le nouveau venu soulignant qu'il ressemble à un vieil homme. Un autre groupe à l'air plus dur sourit en pensant qu'ils n'auront pas besoin d'utiliser de mouvements extravagants sur lui. Les autres détenus sont soulagés en pensant qu'il n'est qu'un vieil homme ordinaire et pas un autre cinglé. Cette section de la prison connue sous le nom de solitude abrite les détenus de niveau le plus bas qui sont classés par classe. Qu'un renifle l'air sentant que tous les détenus autour de lui sont au mieux de la seconde classe du bas du baril. Il s'agenouille sur le sol alors qu'une silhouette robotique passe devant lui, s'imprégnant de l'atmosphère du lieu. Cependant, il détecte un ensemble spécial parmi la foule, quelque chose qui attire son attention. Juste à ce moment-là, une lumière vive descend d'en haut et tous les prisonniers commencent à crier à propos de l'arrivée de la nourriture. Le vieil homme regarde la scène se dérouler tranquillement en se demandant quand il a mangé un vrai repas pour la dernière fois. Les détenus regardent le repas qui descend avec des yeux affamés, murmurant que c'est de la vraie nourriture cette fois-ci. Ils se rassemblent autour d'un grand chaudron fumant dans l'espoir que quelque chose de comestible arrive enfin. Un prisonnier gémit en réalisant qu'il s'agit encore de porridge fou, mais un autre lui dit de le manger ou de mourir de faim. L'homme à la cicatrice se précipite quand même, déterminé à obtenir au moins une bouchée de ce repas dégoûtant. Cependant, un détenu massif ressemblant à un cochon nommé Tommy se met en travers de son chemin déclarant qu'il mange en premier. Les autres prisonniers se plaignent doucement se demandant combien de temps les détenus les plus forts vont accaparer toute la nourriture. Pendant que Tommy et son groupe mangent, les autres ne peuvent qu'espérer qu'il y aura des restes pour eux. À proximité, un petit garçon dit à son grand compagnon qu'il a faim et le jeune homme lui dit d'attendre. Un autre groupe se plaint du goût affreux mais convient que c'est toujours mieux que rien. Le jeune homme musclé observe les détenus les plus forts avec une expression sérieuse, son regard fixé sur eux. Juste à ce moment-là, qu'un commence à marcher vers la nourriture, mais l'un des brutes dit au vieil homme d'arrêter. L'homme aux yeux bandés déclare calmement qu'il ne veut qu'un seul bol, demandant un peu de respect pour les personnes âgées. Un grand homme avec une moustache le confronte, lui demandant s'il n'est pas au courant des règles, pour obtenir de la nourriture. Il baisse les yeux sur le vieil homme se demandant s'il est sénile ou s'il essaie simplement de causer des problèmes. Lorsque Kun continue de marcher, l'homme lui saisit l'épaule avec colère en lui demandant s'il l'écoute même. L'intimidateur l'appelle un monstre bandé alors qu'une étrange aura commence à émaner de l'ancien prisonnier. Il demande en se moquant comment un aveugle aurait pu flairer son chemin jusqu'au repas. En un éclair, Kun se déplace avec une vitesse incroyable, sa forme devenant floue pour tous ceux qui regardent.
Le grand tyran est soudainement envoyé voler en arrière, hurlant d'agonie à propos de ses yeux. L'homme aux yeux bandés l'avait frappé avec une précision extrême, le mettant hors d'état de nuire d'un seul mouvement rapide. Kun avertit les autres de ne pas toucher ses yeux alors que l'intimidateur blessé tombe, vaincu et saignant. Le jeune homme musclé et le petit garçon regardent en état de choc devant la soudaine démonstration de puissance du vieil homme. Même Tommy, la brute ressemblant à un cochon, cesse de manger et regarde, surpris par l'habileté et la rage du nouveau venu. Tommy ordonne à son gang de lui amener le vieil homme, voulant s'occuper de lui personnellement. Kun se tient droit et renifle à nouveau l'air, impassible devant la foule croissante de détenus hostiles. Pendant ce temps, dans une salle de contrôle, un officier de haut rang demande à un garde ce que le vieil homme vient de faire. Le garde révèle que le prisonnier vient d'endurer 30 jours d'isolement cellulaire, la peine la plus sévère. L'officier ne semble pas impressionné, notant que des centaines de détenus meurent chaque jour dans la prison. Il explique ensuite qu'une seule cellule de l'établissement peut contenir plusieurs centaines de personnes à la fois. Pendant qu'il parle, il signe un document impliquant que le vieil homme est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Il est révélé que Khan avait tué à lui seul tous les détenus de sa cellule précédente. De retour dans la zone commune, les prisonniers sont en émoi et entourent l'homme aux yeux bandés avec des armes. Khan esquive et se faufile sans effort à travers ses agresseurs, contrant leurs frappes avec une précision mortelle. Il se déplace comme un tourbillon de destruction abattant ses adversaires avec une lame cachée. De retour au bureau, le commandant explique que même si cela semble incroyable, le rapport est vrai à 100%. En une seule nuit, le vieil homme avait tué un total de 241 personnes, ne laissant aucun survivant. Les autres détenus ne peuvent que regarder avec horreur. Incapable de comprendre la véritable force du vieil homme, le commandant continue d'ajouter un autre fait intéressant sur le prisonnier connu sous le nom de Kun. Il rappelle aux gardes que chaque détenu de solitude reçoit un numéro de série à son entrée. Avec un sourire sinistre, il demande si le garde se souvient quel est le numéro spécifique de ce vieil homme. Le gardien se souvient de son interaction avec le prisonnier, ne se souvenant de lui que sous le numéro 51. Le commandant sourit, disant au gardien que même s'il est nouveau, le détenu est tristement célèbre. Le vieil homme, dont le vrai nom est Argel Lasti, se tient au-dessus de l'homme port vaincu, Tommy. Tous les autres détenus ne peuvent que regarder avec un choc absolu, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Ils murmurent entre eux, se demandant comment un vieil homme apparemment frêle a pu faire tout ça. Arjul renifle calmement l'air tandis que Tommy, battu et ensanglanté, s'agenouille devant lui, complètement vaincu. Le jeune homme musclé transpire, essayant toujours de comprendre la véritable identité de l'aîné mystérieux. Avec une aura rouge menaçante, la présence d'Arjul emplit le hall et un jeune garçon réalise qu'il est là. L'enfant regarde avec de grands yeux terrifiés, comprenant le danger que représente cet homme. Du sang éclabousse le visage du vieux guerrier, mais son expression reste complètement illisible. Des douzaines de détenus gisent sur le sol complètement anéantis sans opposer de véritable résistance. Les spectateurs trouvent incroyable que tous aient été vaincus par une seule personne. Cependant, la foule remarque bientôt que tous les prisonniers vaincus gémissent encore de douleur. Tommy Brett est très choqué de constater qu'aucun de ces hommes n'est réellement mort. Il lève les yeux vers la silhouette mystérieuse, complètement humilié et se demandant qui est ce vieil homme. Argyle demande s'il croit vraiment qu'avoir plus de monde équivaut automatiquement à la force. Il continue en disant que si les chiffres peuvent fonctionner sur certains, ils ne veulent rien dire quand tout le monde est si faible. Le vieux guerrier informe ensuite froidement Tommy qu'il ne lui reste probablement qu'un mois ou deux à vivre. Il lève ensuite sa lame spiralée unique, présentant une offre à la brute vaincue. Argel lui dit que s'il souhaite mourir plus tôt que ça, il devrait venir le trouver. Après le combat, les détenus s'alignent dans la cour froide, leurs ombres s'allongeant sur le sol rocheux. Arjul ramasse un bol de porridge violet, remarquant qu'il ne l'a même pas eu en isolement. Il s'éloigne avec son repas, sa silhouette imposante incitant les autres prisonniers à s'écarter instinctivement. Tout le monde mange sa portion et le jeune homme musclé observe Arjul à distance de sécurité. Le jeune homme pense à la dure réalité de la solitude, un endroit où la plupart des prisonniers ne survivent pas. La prison utilise divers systèmes conçus pour tourmenter les détenus, rendant la survie encore plus difficile. En raison de ces conditions brutales, quiconque parvient à survivre est une personne à surveiller. Le jeune homme sait qu'il doit se méfier de tout le monde, en particulier du vieil homme mystérieux et puissant. Il se souvient des mouvements d'Arjul pendant le combat, reconnaissant qu'ils étaient tout sauf ordinaires. Le garçon, Siro, se plaint du goût désagréable alors que son compagnon décide qu'ils doivent rester à l'écart d'Argel. Soudain, le vieux guerrier apparaît juste derrière eux, surprenant le jeune homme musclé. Le jeune homme attrape Siro et s'éloigne d'un bond, paniqué, se demandant comment le vieil homme est arrivé là si vite. Arjul renifle à nouveau l'air, son attention étant clairement concentrée sur eux deux, en particulier sur le garçon. Le vieux guerrier a détecté un parfum spécial, quelque chose qu'il a remarqué depuis son arrivée. Il tourne son attention vers Siro, son regard bandé fixé sur le jeune garçon aux yeux rouges. Arjul révèle que le garçon a un sang très spécial, ce qui explique l'odeur unique qu'il a détectée. Le jeune homme musclé se met en colère et exige de savoir de quoi parle le vieil homme.
Arjul répond simplement que l'instinct est la seule chose qui s'améliore quand on vieillit comme lui. Le jeune homme serre les dents, sa colère et son désir de protéger Siro s'enflammant. Il jette un regard noir à Arjul et le met en garde, son corps rayonnant d'une aura rouge intense. Arjul déclare calmement que révéler le secret ne lui serait d'aucun avantage, admettant qu'il trouve ça juste divertissant. Le jeune homme décide de partir, disant à Siro qu'il est temps d'y aller et le garçon accepte silencieusement. Il met un bras protecteur autour de Siro alors qu'il s'éloigne, laissant le vieux guerrier derrière eux. Les autres détenus observent l'interaction, toujours méfiants et confus par les événements récents. Soudain, une colonne massive de lumière dorée jaillit du sol, attirant l'attention de tous. Un détenu remarque que les prisonniers de la carrière doivent revenir alors que la lumière s'intensifie. Un groupe d'hommes bêtes grands et formidables émerge de la lumière brillante, l'air épuisé. Un homme bête rhinocéros nommé Manrock se plaint d'être fatigué après une longue journée de travail. Son compagnon, un homme bête aigle à tête blanche nommé Oruk, est rapidement d'accord avec son sentiment. Un troisième membre de leur groupe, un loup-garou nommé Gork, reste silencieux avec une expression sévère. Le groupe remarque ensuite le sang éclaboussé sur tout le sol, se demandant ce qui s'est passé pendant leur absence. Oruk s'accroupit, remarquant la grande quantité de sang et s'interrogeant sur le chaos soudain après un mois calme. Manrock se met en colère, criant qu'il a travaillé toute la journée et exigeant de savoir qui a fait le gâchis. Il ordonne furieusement à quiconque est responsable de se montrer alors que les autres prisonniers regardent nerveusement. Argel s'avance de la foule, admettant calmement qu'il a causé l'agitation et demandant s'il y a un problème. Les hommes bêtes sont surpris de voir un vieil homme et l'un d'eux demande en se moquant s'il a fait tout ça tout seul. Manrock le rejette comme un vieil homme fou qui dit des bêtises, le sous-estimant clairement. Le guerrier aux yeux bandés regarde l'homme bête rhinocéros, son expression ferme et inflexible. Manrock perd patience en déclarant qu'il n'a pas le temps pour les blagues et se prépare à attaquer Arjul. Cependant, Oruk regarde avec de grands yeux, sentant un immense danger émanant du vieil homme. Arjul reste complètement immobile, son attitude calme créant une tension inquiétante dans l'air. Aurore se dépêche d'arrêter son compagnon en criant à Manrock de ne pas attaquer le vieil homme. L'homme bête rhinocéros transpire, confus et intimidé par l'aura puissante émanant d'un simple vieil homme. L'homme bête aigle joue avec Arjul en promettant qu'ils ne lui feront pas de mal s'il les laisse tranquilles. Arjul accepte, déclarant qu'il n'a rien à faire avec eux tant qu'il ne commence rien. Il se tourne ensuite et s'éloigne en espérant pouvoir enfin vivre en paix alors que les hommes bêtes le regardent partir. Aura déglutit, transpirant abondamment avec un mélange de peur et de soulagement après la confrontation tendue. Soudain, un grand symbole holographique lumineux apparaît dans l'air, signalant une annonce à l'échelle de la prison. Une voix du système déclare que l'heure du coucher commence et ordonne à tous les prisonniers de s'allonger à plat sur le dos. C'est le système anti-debout, l'une des 4 méthodes de contrôle utilisées dans la solitude, appliquées par leurs colliers. Les colliers s'activent, augmentant la gravité et forçant chaque détenu à s'allonger à plat sur le sol. Toute tentative de résistance ou de révolte contre la force entraîne un choc électrique mortel appelé étincelle. Les prisonniers soupirent de résignation, sachant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'allonger jusqu'au matin. Un détenu se plaint du contrôle total alors qu'un petit bourgeon étrange se précipite sur le sol. La créature bizarre à plusieurs yeux semble être une sorte de parasite rampant sur les veines d'un détenu. Alors qu'ils sont allongés sur le sol, Manrock appelle son compagnon, brisant le silence imposé. Il demande à Oruk pourquoi il l'a arrêté plus tôt, admettant qu'il ne pensait pas que le vieil homme avait l'air si fort. L'homme bête aigle explique qu'il a vu quelque chose, laissant son ami confus alors qu'ils sont allongés parmi les autres. Avec un regard de terreur pure, Oruk révèle qu'il a réussi à voir le numéro de prisonnier du vieil homme. Il confirme qu'il s'agissait du numéro 51, ce qui provoque une réaction de choc et d'incrédulité totale chez Manrock. Manrock est stupéfait, se demandant combien de temps le vieil homme a pu être emprisonné pour avoir un numéro aussi bas. Orok suppose que le vieux guerrier est probablement là depuis la fondation même de la prison. Il souligne que le numéro n'était pas marqué d'une désignation de classe comme les autres détenus. Ce n'était qu'un simple numéro sans aucune classification, un signe de son statut unique dans la prison. Orok en conclut qu'il vaut mieux éviter quelqu'un qui a survécu à la solitude pendant des décennies, mais Manrock s'inquiète. L'homme bête rhinocéros frappe le sol de frustration, arguant que le vieil homme pourrait nourrir une rancune. Soudain, un bruit étrange attire leur attention et les 2 hommes bêtes lèvent les yeux, alarmés. Des cris remplissent l'air alors que des détenus ressemblant à des zombies commencent à attaquer violemment les autres autour d'eux. Alors qu'il est cloué au sol par le système de gravité, Manrock demande ce qui se passe. L'homme aigle fixe avec de grands yeux, identifiant les créatures terrifiantes comme des zombies. Ailleurs, Arjul est allongé sur le sol, se plaignant simplement que les cris chaotiques sont trop bruyants. Les détenus impuissants sont envahis et mordus, leur corps étant déchirés par la horde de morts vivants. Agacé, Arjul se demande si le local à marijuana a été ouvert pendant qu'il était en isolement. L'électricité crépite autour de ses liens alors qu'il serre les poings en luttant contre le système. Il se force à s'asseoir malgré les intenses décharges électriques. Entouré de zombies qui approchent, le vieux guerrier se lève lentement en déclarant qu'il est maintenant bien réveillé alors que la foudre le traverse.
Siro et son compagnon regardent avec un étonnement complet la démonstration incroyable de puissance de l'homme. Le jeune homme lutte contre le système de gravité, choqué par l'apparition soudaine des zombies. Il dit d'urgence à Siro de ramper vers un rocher voisin pour se mettre en sécurité, mais le garçon hésite, effrayé. Surmontant la douleur, le jeune homme se force à se relever en endurant les chocs pour protéger son jeune ami. Avec un grognement déterminé, le jeune homme se prépare à se battre, défiant les zombies de se montrer. Son corps se transforme, devenant plus grand et plus sauvage alors qu'il maudit la horde de morts-vivants qui approche. Il se jette dans la mêlée, jurant d'éliminer lui-même jusqu'au dernier des zombies. Le jeune guerrier se fraye un chemin à travers les morts-vivants, écrasant les crânes avec sa force et sa férocité retrouvée. Les zombies se retrouvent également attaqués, luttant pour riposter contre les zombies grouillants. Manrock rugit de frustration en combattant les morts-vivants tout en étant zappé par le système antigravité. Orok combat désespérément les vagues sans fin, réalisant que leur nombre ne cesse de croître. En tant qu'hommes bêtes, ils peuvent résister au système dans une certaine mesure, mais les prisonniers les plus faibles sont le vrai problème. Oryx sait qu'à terme, tous les détenus les plus faibles seront transformés en plus de zombies. Manrock se demande pourquoi les zombies ne sont pas affectés et Oryx suggère que le système ne fonctionne pas sur les morts. Juste à ce moment-là, une horde encore plus importante de zombies commence à charger vers eux depuis l'obscurité. Les hommes bêtes regardent avec horreur une autre vague de morts-vivants se précipiter pour rejoindre le combat. Les zombies sont implacables, leurs visages grotesques déformés par une faim et une agressivité aveugle. Manrock jure en réalisant que son endurance est presque épuisée à cause des chocs électriques constants. Oryx suggère qu'il s'adosse à un rocher pour conserver de l'énergie et tenir bon. Les entraves aux chevilles continuent de provoquer des étincelles d'électricité, drainant la force de chaque détenu vivant. Soudain, Arjul saute dans les airs, entouré d'un tourbillon d'énergie bleue crépitante. Il descend sur la horde comme un coup de foudre, atterrissant en plein milieu de l'essaim de zombies. Le vieux guerrier se déplace avec une vitesse fulgurante, abattant les morts-vivants avec une efficacité impitoyable. Les hommes bêtes ne peuvent que regarder avec admiration. Une fois de plus choqué par l'incroyable puissance du vieil homme, Argel se tient au milieu des zombies tombés, laissant les détenus restants complètement sans voix. Il remarque nonchalamment qu'au moins ils n'ont pas été vaincus par les zombies vampires eux-mêmes. Les hommes bêtes sont assis par terre, épuisés et crépitant encore d'électricité à cause du système. Oruk demande au vieil homme pourquoi il les a aidés et Arjul répond simplement qu'il ne voulait pas être ennuyé. L'homme aigle comprend, réalisant que les hommes bêtes sont beaucoup plus forts que les gens normaux. S'ils s'étaient transformés en zombies, ils auraient été très pénibles à gérer, alors Arjul est intervenu. Juste à ce moment-là, ils ont remarqué que leur compagnon Gork, le loup-garou, a été transformé en zombie. Manrock panique en criant à Arjul que le zombie nouvellement transformé est un homme bête puissant. Arjul fait face calmement au Gork zombifié, remarquant que cela fait un moment qu'il n'a pas combattu un loup-garou. Sans hésitation, le vieux guerrier frappe, plongeant sa lame profondément dans la poitrine du zombie. Le loup-garou zombifié recule de douleur mais riposte rapidement par une attaque féroce. Arjul esquive facilement, peu impressionné par sa force et notant sa vitesse de réaction rapide. Oryx regarde avec incrédulité, étonné que le vieil homme puisse se battre si efficacement. Gork pousse un rugissement furieux et se jette sur Arjul, son poing massif prêt à l'écraser. Le vieux guerrier se déplace avec une grâce impossible, esquivant sans effort chacune des attaques des zombies. Ses pieds semblent flotter au-dessus du sol. Ses mouvements ne sont absolument pas limités par le système. Arjul se faufile à travers la rafale de coups de poing du loup-garou sans être ralenti le moins du monde. Oruk est totalement déconcerté, se demandant comment l'aveugle peut bouger comme ça sans même regarder. Le loup-garou zombifié transforme soudainement sa puissance, devenant plusieurs fois plus fort. Il prend la forme d'un énorme chien-garou monstrueux, plus précisément un Doberman féroce. Argel traite le loup-garou d'imbécile, déclarant que le simple fait de devenir un homme bête ne change rien. Il part sans effort l'attaque de la créature, ses mouvements fluides et précis. Le vieux guerrier se rapproche, se préparant à porter un coup décisif contre le zombie transformé. Il donne un coup de pied puissant, envoyant le massif chien-garou trébucher en arrière sous l'impact. Argil explique que ce musclé ne fait que créer plus d'ouverture, une leçon qu'il est sur le point de démontrer. Il se déplace à la vitesse de l'éclair, frappant le chien-garou avec une attaque dévastatrice qui met fin au combat. L'instinct d'Oruk hurle en lui disant que pour survivre dans la solitude, il doit suivre cet homme. Il regarde Arjul se tenir victorieux au-dessus de la bête garou tombée, entouré d'énergie crépitante. Arjul reporte son attention sur le jeune homme, notant qu'il tient toujours bon contre les zombies. La bête garou vaincue appelle faiblement à l'aide alors qu'elle gît sur le sol, sa vie s'évanouissant. Manrock appelle désespérément le vieil homme, demandant où il va alors qu'il se tourne pour partir. Arjul s'éloigne simplement, laissant les hommes bêtes et les détenus restants se débrouiller seuls. Le jeune guerrier lutte pour protéger Siro, jurant alors que les zombies poursuivent leur assaut implacable. Le garçon cloué au sol montre du doigt et crie que le vieil homme se bat là-bas. Le jeune homme lève les yeux, ses yeux s'écarquillant de choc devant le spectacle incroyable qui s'offre à lui. Argil combat seul toute la horde de zombies, un tourbillon de mort et de destruction.
Le jeune homme regarde avec incrédulité alors qu'un de ses bras commence à muter, devenant sombre et monstrueux. Arjul poursuit son assaut, tranchant sans effort à travers les morts vivants avec sa lame mortelle. Le jeune homme est stupéfait de voir que le vieil homme a vaincu toute cette horde de zombies. Il ne peut que contempler les conséquences, se demandant qui pourrait bien être ce vieil homme mystérieux. Un message holographique apparaît, annonçant que tous les détenus doivent se lever. Le système pénitentiaire déclare le début de l'appel du matin. Les résultats sont sombres car le sol est jonché de corps de ceux qui sont tombés. Sur 94 détenus, 80 sont maintenant morts, mais Argel est assis calmement sur un rocher. Seuls 14 survivants restent, un petit groupe malmené se tenant là après le carnage. Le système identifie leur emplacement comme étant le bloc cellulaire 1257. Juste à ce moment-là, de nouveaux prisonniers commencent à arriver. Regardant autour de la sombre prison, un portail lumineux s'active, signalant que la population du bloc cellulaire sera renouvelée. Les nouveaux arrivants ont l'air nerveux, imprégnés de l'atmosphère oppressante de leur nouvelle demeure. L'un d'eux se demande à voix haute quel genre d'endroit est vraiment la prison de solitude. Leur confusion se transforme en horreur lorsqu'ils remarquent l'odeur et voient les cadavres. Pendant ce temps, les survivants sont trop épuisés pour même prêter attention aux nouveaux arrivants. Les quelques détenus restants retournent tranquillement à leur propre place dans le grand hall. L'appel du matin se termine dans un silence lourd et profond qui remplit toute la zone. La cause de l'épidémie s'avère être une puce de zombies empiriques dont la morsure est mortelle. Arjul déclare que puisque tous les zombies sont partis, cela devrait être sûr maintenant. Il touche son bandeau, une expression pensive sur son visage. Le vieux guerrier se lève alors et commence à s'éloigner de son lieu de repos. Les autres détenus regardent avec choc, se demandant ce que fait le vieil homme. Ils sont stupéfaits de le voir se diriger vers une sortie comme si la porte était déverrouillée pour lui. Auric avertit les nouveaux arrivants que s'ils veulent mourir, ils devraient suivre le vieil homme. Il explique que tous ceux qui ont franchi cette porte ne sont jamais revenus. Le sol à l'extérieur du bloc cellulaire est jonché d'ossements de ceux qui ont essayé de s'échapper. L'homme à tête d'aigle déclare sombrement que quelque chose de fou se cache dans les couloirs de la prison. Il croit qu'une créature capable de les anéantir tous attend juste derrière la porte. Argil descend le couloir sombre, apparemment indifférent aux dangers potentiels. Il sent que quelque chose au-delà de l'imagination l'attend là-bas. Une petite créature ressemblant à un gobelin portant un grand sac apparaît alors devant le vieux guerrier. La créature le salue en tant que maître et Argil dit qu'il s'attendait à lui après avoir entendu le bruit. L'homme aux yeux bandés convient que cela fait très longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés. Il s'adresse ensuite à la petite créature par son nom, Jacob. Argil demande si un garde lui a dit qu'il était là et Jacob confirme qu'il a payé 5 pièces d'or pour le tuyau. Jacob se plaint du garde avide, mais dit que le prix était faible pour revoir son maître. Argel coupe court à la conversation en demandant si Jacob est là pour les affaires habituelles. Le gobelin prend un air sérieux en mentionnant qu'il est sûr qu'Argel a entendu les nouvelles. Il pose ensuite des questions sur le changement qui s'est produit avant-hier. Jacob déroule un grand parchemin demandant au vieil homme de dessiner la nouvelle carte pour lui. Le changement se révèle être un réarrangement massif de la structure de la prison. En raison de ces changements constants, il est presque impossible de mémoriser un chemin à travers la prison. Jacob se dit que la capacité d'Arjul à ressentir la nouvelle disposition est vraiment folle. Après quelques instants, Arjul annonce que la carte est terminée et Jacob le remercie avec enthousiasme. Le gobelin propose ensuite de sortir tout ce dont le vieil homme a besoin de son sac magique. Arjul réfléchit un instant et demande si son compagnon a de la vraie nourriture. Jacob sort une grande portion de viande cuite en admettant qu'il est gêné de l'échanger contre une carte aussi précieuse. Il dit ensuite au vieux guerrier qu'il a des informations juteuses pour lui. Jacob révèle qu'une invocation est censée avoir lieu dans tous les blocs cellulaires inférieurs aujourd'hui. Les deux s'assoient l'un en face de l'autre pendant que le vieil homme se prépare à manger son repas. Arjul le remercie pour les informations en admettant qu'il ne peut jamais prédire quand ces événements se produiront. Le gobelin demande alors nerveusement si ces gars ont causé des problèmes ces derniers temps. Il fait référence à un mystérieux groupe en robe qui opère sous un étrange symbole rouge. Arjul le rassure en lui disant que c'est calme et lui dit de ne pas s'inquiéter, alors Jacob s'excuse d'avoir dépassé les bornes. Leurs affaires étant terminées, le gobelin sourit et dit qu'il va maintenant prendre congé. Jacob s'incline et lui souhaite un retour en toute sécurité et le vieux guerrier lui dit également de faire attention. Argel retourne à son bloc cellulaire en posant une main sur le panneau rouillé près de la porte. Il dit doucement le nom Ken, qui semble être écrit sur la plaque. Le vieil homme se rend compte que Jacob devait parler du directeur qu'il a placé dans cette cellule spécifique. Il pense que c'est peut-être pour le mieux car sa santé s'améliore et il prévoit d'obtenir sa récompense. De retour dans la zone commune, certains détenus commencent soudainement à renifler l'air en remarquant une nouvelle odeur. L'un d'eux crie avec excitation en réalisant que c'est l'odeur de la viande et en exigeant de savoir d'où elle vient. Les prisonniers repèrent rapidement Argil avec son sac de nourriture, choqués de voir de la vraie viande au lieu de la bouillie de verre. Certains des détenus affamés se jettent immédiatement sur la nourriture, mais sont renvoyés en arrière par une puissante explosion. Oryx s'avance de manière protectrice, avertissant les autres de ne pas toucher au vieil homme. Manrock rugit de fureur en demandant lequel d'entre eux il devrait tabasser en premier et les détenus le reconnaissent comme un homme bête. Les autres prisonniers se retirent rapidement,
laissant Arjul et son petit groupe d'alliés seuls. Le vieux guerrier s'adresse à l'homme à tête d'aigle qui le corrige sur la prononciation correcte de son nom. Tout le monde regarde le grand tas de côtes cuites à la vapeur, un spectacle rare dans la prison. Manroc bave en demandant au maître comment il a réussi à obtenir un repas aussi délicieux. Les yeux de Siro s'illuminent de faim et d'excitation, surprenant son compagnon. Arjul écarte la question en leur disant simplement à tous de manger avant que la nourriture ne refroidisse. Après avoir fini de manger, Horak remercie le vieux guerrier pour le repas et pour son aide la veille. L'homme aux yeux bandés lui dit qu'il n'y a pas de quoi être reconnaissant, son expression devenant sombre. Il explique que dans un endroit comme celui-ci, même être vivant peut finir par devenir une malédiction. Cependant, il admet qu'ils pouvaient encore sentir leur désespoir lorsqu'ils se battaient pour leur vie. Il s'assoit devant eux en déclarant qu'il veut leur poser des questions sur la survie dans cet endroit infernal. Il demande ensuite au petit groupe de survivants s'ils veulent vraiment sortir de solitude vivant. Manroc répond immédiatement que bien sûr qu'ils le veulent en expliquant que c'est un instinct naturel de survie. Arjil pose ensuite une question difficile en demandant s'ils suivraient toujours cet instinct s'il leur demandait de mourir. Il explique que c'est ce que fait l'isolement et il leur demande à nouveau s'ils veulent vraiment vivre. L'homme-bête rhinocéros serre le poing, déclarant qu'il ne mourra pas inutilement dans un endroit comme celui-ci. Avec un regard déterminé, il affirme aussi qu'il veut vivre. Siro ajoute qu'il veut survivre pour pouvoir rentrer chez lui et revoir son père. Arjul est assis devant eux, son expression illisible alors qu'il prend conscience de leur résolution. Le vieux guerrier pense à sa propre promesse de 66 ans qu'il est déterminé à tenir. Il sait que son temps est compté et qu'avoir plus d'alliés ne fera qu'augmenter ses chances de succès. Après s'être décidé, l'aîné dit au petit groupe de se préparer à ce qui va arriver. Il révèle alors qu'il va y avoir une invocation aujourd'hui. Pendant ce temps, d'autres détenus sont chargés de la tâche macabre d'enlever les corps. L'un se plaint de cette horrible tâche, mais l'autre lui rappelle qu'elle est nécessaire pour prévenir les maladies. Ils en concluent tristement que leur seul crime dans cet endroit est d'être faibles. Les deux hommes regardent avec horreur et dégoût le nombre de cadavres qu'ils doivent déplacer. Un énorme tas de corps sert de sinistre rappel de la raison pour laquelle Solitude est appelée la pire prison de l'univers. L'un mentionne une rumeur selon laquelle un vieil homme aurait autrefois tué tout le monde, mais son ami la rejette comme un mensonge. Soudain, une lumière dorée brillante apparaît et il voit quelque chose en sortir. D'étranges créatures grotesques au visage de pierre émergent en bavant et en se léchant les babines. Les prisonniers voisins regardent avec une terreur absolue, se demandant quels sont ces nouveaux monstres. Les créatures commencent à avancer, ce qui provoque la panique des détenus qui s'enfuient en hurlant. Horak demande nerveusement à Arjul si ce sont les bêtes du sommet dont il parlait. Le vieux guerrier est assis calmement sur son rocher et dit à son nouvel allié de ne pas s'inquiéter. Il explique que ces créatures ne sont que des concierges qui sont là pour nettoyer les cellules. Un détenu, se sentant soulagé, donne un coup de pied à l'une des créatures en la traitant de dégoûtante pour leur avoir fait peur. Arjul ajoute que s'ils sont attaqués, les créatures se mettront en colère et le détenu est envoyé voler par une explosion. Le vieux guerrier se tourne alors vers Horak et lui demande ce qu'il lui avait demandé plus tôt. L'homme-bête aigle confirme qu'il s'est occupé de tout et qu'il fait même du travail supplémentaire au cas où. Arjul est satisfait de la réponse et dit à ses nouveaux alliés qu'il est temps de rentrer et de se préparer. Ailleurs, les deux détenus chargés du nettoyage marchent toujours, se sentant malades de leur sinistre devoir. L'un traite l'autre de dramaturge, mais son ami explique qu'il a déjà vu des cadavres, mais qu'il ne les a jamais vus pourrir. Son compagnon lui dit de se ressaisir, mais l'autre détenu s'arrête soudainement, les yeux grands ouverts par le choc. Au loin, une autre invocation beaucoup plus importante commence, engloutissant la zone dans un énorme pilier de feu. Un lézard monstrueux à deux têtes émerge des flammes, laissant les détenus complètement stupéfaits. Quelqu'un hurle de terreur en réalisant que la créature est un dragon mortel cracheur de feu. Les prisonniers regardent avec incrédulité, se demandant quel genre de monstre a été invoqué dans leur bloc cellulaire. Le dragon a deux têtes planes de façon menaçante, sa présence remplissant toute la salle d'effroi. Des flammes commencent à s'accumuler dans la gueule de la créature, signalant une attaque imminente et dévastatrice. Les détenus sont figés par la peur, les yeux grands ouverts par la terreur, tandis qu'ils regardent la bête préparer son assaut. Une énorme boule de feu jaillit de sa gueule, engloutissant instantanément l'un des prisonniers dans une explosion de feu. Le spectacle brise leur paralysie et les détenus restants commencent à hurler et à courir pour sauver leur vie. Le dragon poursuit son attaque en faisant pleuvoir une tempête de feu incessante d'en haut. Le bloc cellulaire est plongé dans le chaos alors que les prisonniers tentent désespérément d'échapper à l'incendie qui se propage. L'assaut enflammé est dévastateur et un détenu note que la moitié des prisonniers d'une zone ont été brûlés à mort. Horak observe la destruction avec horreur et demande à Argel si c'est de cette invocation dont il parlait. Argel jure, réalisant qu'ils ont invoqué le pire monstre possible. Il se souvient de l'avertissement de Jacob selon lequel le monstre invoqué était le dragon maudit cracheur de feu. Manroc se plaint de la chaleur intense, se demandant s'ils peuvent même abattre la bête. Le vieux guerrier les rassure en leur disant que l'installation qu'ils ont préparée fera très bien son travail. Il leur dit ensuite que s'ils suivent ses instructions, ils ne mourront pas, et les avertit que le dragon arrive. L'énorme créature s'écrase au sol, son corps enflammé envoyant des étincelles voler dans tous les sens.
Arjul donne son premier ordre en disant à tout le monde de se souvenir de ce qu'il va dire. Il explique qu'une seconde après avoir ouvert la gueule, il libère un jet de flamme de 10 mètres. Le vieux guerrier leur ordonne de se cacher immédiatement derrière un rocher lorsqu'il voit le dragon. Le groupe se met rapidement à couvert lorsqu'un énorme jet de flamme jaillit de la gueule de la créature. Le jeune homme serre Siro contre lui, regardant attentivement les mouvements du dragon. Il réalise que leurs préparatifs de collecte de pierres et de construction d'un bouclier anti-flamme ont porté leurs fruits. Manrock se plaint en demandant au vieil homme de les prévenir la prochaine fois. L'homme-bête rhinocéros crie alors à Auric de prendre sa place, mais l'homme-bête aigle refuse. Siro apporte à l'homme-bête aigle un petit récipient d'eau qu'il a collecté et Auric le remercie. Le vieux guerrier lui dit de le mélanger à de la terre et de jeter la boue sur le dragon quand il est distrait. Manrock prépare un grand tas de pierres, prêt à les lancer sur la bête. Arjul explique que même un dragon cracheur de feu doit respirer comme n'importe quelle autre créature. Il révèle que ce dragon particulier respire en fait par la peau. La boue recouvre le corps du dragon, l'étouffant et le figeant sur place, incapable de voir. Arjul marche vers le dragon immobilisé, sa lame brillant d'une lumière rouge menaçante. Il déchaîne une série d'attaques qui mettent en pièces l'énorme créature dans une sanglante démonstration de puissance. Le vieux guerrier réfléchit au fait que pour survivre dans l'isolement, il faut devenir soi-même un monstre. Les prisonniers restants regardent avec stupéfaction l'arrêt des combats, se demandant si c'est fini. Ils ont du mal à croire qu'ils ont réussi à abattre une bête aussi puissante. Le groupe de survivants se tient au-dessus du cadavre du dragon, leur travail d'équipe ayant porté ses fruits. Siro lève les yeux vers son compagnon, une expression choquée et confuse sur le visage. Arjul fait remarquer qu'ils étaient tous prêts à affronter la mort, mais que le danger n'est pas encore passé. À leur horreur, une autre invocation commence et les détenus crient de désespoir. Arjul reste calme, déclarant qu'il parle aussi avec ses tripes et qu'il est prêt pour la suite. Cette fois, plus de 10 dragons cracheurs de feu sont invoqués, remplissant le hall d'une lueur ardente. Le groupe regarde avec terreur, se demandant s'il est possible de survivre face à une telle adversité. Les dragons laissent échapper un rugissement assourdissant, leur puissance collective faisant trembler tout le bloc cellulaire. Arjul se tourne pour faire face à la nouvelle menace, son expression sombre alors qu'il évalue la situation. Le vrai problème est que les dragons ont coupé leur fuite, les piégeant dans une mer de feu. Le vieux guerrier dit calmement que non, déclarant qu'il serait impossible de les maintenir tous en vie cette fois-ci. Auric remet en question la décision de son maître, sachant que les choses pourraient être encore pires dans les couloirs. Manrock panique en hurlant que c'est plus dangereux à l'extérieur et en remettant en question le plan. L'homme-bête aigle dit à son ami de se calmer, lui rappelant que l'endroit le plus sûr est à côté du vieil homme. Alors qu'il parle, l'un des dragons se jette en avant, sa tête massive s'abattant sur l'homme-bête rhinocéros. Juste au moment où le dragon attaque, Arjul grogne, se préparant à intervenir. Il saute dans les airs avec une vitesse incroyable, son corps étant flou sur fond de flammes. Le vieux guerrier assène un coup puissant, sauvant Manrock de l'attaque du dragon à la dernière seconde. Arjul se tourne vers l'homme-bête rhinocéros stupéfait, lui rappelant qu'il ne voulait pas mourir sans raison. Il ordonne ensuite à tout le monde de bouger, leur disant qu'ils n'ont pas de temps à perdre, alors qu'il ouvre la voie. Le petit groupe le suit rapidement, entrant dans le couloir sombre et menaçant. Auric transpire nerveusement, incapable de voir clairement et réalisant que c'est le couloir dangereux dont il a entendu parler. Le vieux guerrier avertit tout le monde de rester vigilant car il pourrait croiser d'autres détenus ici. Il explique qu'un prisonnier de 3e ou 4e classe pourrait les tuer en un clin d'œil. L'homme-bête aigle propose de prendre l'arrière et de surveiller leurs arrières en utilisant sa vue supérieure. Arjul est d'accord mais lui donne un avertissement sévère de ne jamais s'éloigner du groupe pour quelque raison que ce soit. Alors qu'Auric suit derrière, son 6e sens lui dit que quelque chose de lointain l'observe. Il commence à se demander s'ils sont vraiment en sécurité dans ce couloir sombre et inquiétant. L'essence de l'homme-bête aigle hurle, lui confirmant qu'il y a définitivement quelque chose d'autre dans le couloir. Il appelle son maître en suggérant qu'il devrait retourner à la sécurité relative de la cellule. Un regard de terreur pure se répand sur le visage d'Auric alors qu'il fixe l'obscurité. Au loin, une grande silhouette mince apparaît, un seul rayon de lumière rouge brillant de son œil. Manrock panique en criant après Auric alors que le reste du groupe continue dans le couloir. Arjul lui dit de se taire, l'avertissant que crier ne fera qu'attirer plus de danger. Le vieux guerrier explique calmement que parmi les dangers, il y a des êtres fantomatiques qui peuvent changer de position librement. L'homme-bête rhinocéros transpire, décontenancé à l'idée d'affronter de vrais fantômes. L'aîné précise que tout ce que l'on peut imaginer existe dans ce couloir dangereux. Manrock est partagé, incapable de ne pas croire ce qu'il a vu mais toujours inquiet de retrouver son ami. Arjul le rassure en disant qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de trouver un simple moineau bien qu'il soit un pigargue à tête blanche. Pendant ce temps, Auric se retrouve seul dans un couloir apparemment sans fin. Cet endroit mystérieux a été construit par de grands sorciers et des architectes de génie pour être inéluctable. Il a du mal à croire qu'il a été laissé pour compte dans un endroit aussi dangereux et déroutant. L'homme-bête aigle sent soudainement quelque chose approcher et se prépare à se battre. Une figure musclée massive charge vers lui, ses pas faisant trembler le sol. Auric fixe avec horreur la bête qui approche, les yeux grands ouverts de peur.
Il réalise avec un choc de terreur que la créature qui charge sur lui est un ogre. La bête massive balance sa massue et l'homme-bête-aigle parvient à peine à esquiver l'attaque. Il sait qu'il doit rester vif. S'il veut survivre à cette rencontre, l'ogre déclenche un puissant coup au sol mais Auric saute dans les airs pour éviter l'onde de choc. Il est envoyé voler par la force de l'attaque, s'écrasant violemment contre le mur du couloir. L'homme-bête-aigle sait qu'il ne peut absolument pas affronter seul une créature aussi puissante. Ses instincts de survie se déclenchent, lui hurlant de s'enfuir aussi vite qu'il le peut juste au moment où Auric est sur le point de fuir. Il se retrouve entouré de 2 autres ogres. Il maudit sa malchance. Ses plumes ébouriffées alors qu'il se prépare pour un combat désespéré. L'homme-bête-aigle sait qu'au moment où il sera attrapé, il sera mis en pièces. Il est forcé d'esquiver un barrage incessant d'attaques des 3 bêtes massives. Avec un cri de désespoir, il saute dans les airs déterminé à ne pas mourir dans cet endroit. Cependant, l'un des ogres parvient à l'attraper, sa main massive se refermant autour de son corps. Alors que la bête se prépare à le manger, Auric se demande si sa vie est sur le point de se terminer si inutilement. Soudain, une nouvelle silhouette apparaît, assénant un coup puissant sur la tête de l'ogre. C'est un homme-bête cochon qui est arrivé juste à temps pour sauver l'homme-bête-aigle. Il atterrit gracieusement, prêt à affronter lui-même les ogres restants. Auric est stupéfait, complètement déconcerté par ce revirement de situation inattendu. Le nouveau venu explique qu'avec une attaque audacieuse, ils ont réussi à prendre l'initiative. Il s'avance ensuite pour annoncer qu'il est le joueur Becky et se prépare à se battre. Le guerrier cochon déclenche une rafale d'attaque en criant des termes de baseball pendant qu'il se bat. Il se déplace avec une vitesse et une agilité surprenantes, affrontant les bêtes massives avec sa fidèle batte. Après une bataille courte mais intense, il se prépare à porter le coup de grâce. Il porte un uppercut dévastateur, faisant tomber la tête de l'ogre d'un seul coup. Auric est sans voix, étonné que 2 ogres aient été vaincus si facilement. Le joueur Becky frappe ensuite un coup de circuit de 2 points, terminant le dernier ogre avec style. Il célèbre ensuite sa victoire en savourant les fruits de son travail alors qu'il mange la tarière tombée. Auric fixe son sauveur, son esprit chancelant face à ce revirement de situation soudain. Il reconnaît le numéro 4 sur les vêtements de l'homme cochon, l'identifiant comme un prisonnier de niveau 4. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix, l'homme-bête-aigle implore l'étranger de l'aider. L'homme cochon demande quel est son problème et Auric implore pour sa vie désespérée de ne pas mourir. Becky est amusé mais soudain il renifle l'air, son expression changeant. Il attrape Auric en exigeant de savoir qui il est et pourquoi il sent le vieil aveugle. L'attitude de l'homme cochon devient menaçante alors qu'il exige une réponse et Auric mentionne nerveusement leur argile. Juste à ce moment-là, 2 autres silhouettes apparaissent et l'une d'elles appelle Becky. L'homme-bête-aigle est stupéfait, les yeux grands ouverts avec un mélange de peur et de confusion. Le nouveau venu gronde Becky pour s'être enfui tout seul, lui rappelant combien de fois on lui a dit. Il révèle ensuite qu'il sait que Becky a attrapé les ogres, voyant cela comme une bénédiction des dieux. Le groupe est impressionné, étonné qu'ils aient réussi à attraper des créatures aussi dangereuses. Auric et Becky sont ensuite confrontés à un groupe de 4 puissants prisonniers de niveau 4. L'homme-bête-aigle est terrifié réalisant qu'il était beaucoup plus en sécurité dans la cellule. Une bataille féroce fait rage dans le couloir, le choc des détenus puissants résonnant à travers la prison. Arjul apparaît, ayant enfin atteint sa destination. Il dit à tout le monde d'arrêter et Manrock demande s'il a trouvé Auric. Le vieux guerrier leur dit de s'approcher et de regarder en bas dans la zone en contrebas. Le groupe regarde sous le choc la scène qui se déroule devant eux. Un monstre massif ressemblant à une araignée se régale des cadavres des détenus tombés et Auric est parmi eux. Argile explique que le monstre est assez fort pour tuer facilement un prisonnier de niveau 5. Il révèle que tous les fantômes du couloir ont des noms et que celui-ci s'appelle Décapitation. Le vieux guerrier confirme son expression sombre en regardant la créature en contrebas. Il explique qu'il est nommé ainsi parce que sa principale méthode de tuer est de couper les têtes. Le visage menaçant du monstre, avec ses multiples yeux et ses crocs acérés, remplit le groupe de crainte. Arjul les avertit de faire attention car il n'y a plus de zone de sécurité maintenant qu'ils l'ont vu. Il leur dit qu'ils ont eu de la chance de ne pas être repérés car ils auraient tous été massacrés. Le vieux guerrier demande s'ils ont peur et Manrock admet que le couloir n'est pas un bon endroit pour se promener. Quand Argel suggère de faire demi-tour, l'homme-bête Rieno refuse, ne voulant pas abandonner son ami. L'aîné est satisfait de sa réponse et lui dit de continuer à chercher son ami. Le jeune homme demande s'ils peuvent vraiment le trouver, et Argel le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Ailleurs, Becky interroge violemment Auric, exigeant de connaître son lien avec le vieil homme. L'un des autres prisonniers de niveau 4 demande ce qui ne va pas en remarquant l'agitation. Becky explique qu'il a senti ce vieil homme sur cet étranger, confirmant ses soupçons. Un de leurs compagnons, un homme ressemblant à un zombie nommé Auric, commence à paniquer en réalisant qu'il pourrait mourir. Le chef du groupe dit à Auric de ne pas avoir peur car le vieil homme n'est pas là. Il dit ensuite à Becky qu'il veut juste parler un peu à l'homme-bête-aigle. Le chef l'avertit de ne pas aller trop loin et Becky se plaint de manquer son dîner de poulet. La femme aux cheveux roux du groupe dit à Auric de ne pas avoir trop peur car ils ne sont pas capables de lui faire du mal. Elle révèle ensuite qu'en isolement, beaucoup ciblent un homme nommé Arjul. La femme l'avertit qu'être avec Arjul signifie s'impliquer avec des êtres dangereux,
un sort que des douzaines de vies n'ont pas pu endurer. L'homme bête aigle transpire nerveusement, les yeux écarquillés, et demande de quel genre d'être elle parle. Elle les décrit comme des monstres, si terrifiants qu'on ne peut même pas les regarder directement, l'avertissant d'être prudent. La femme commence alors à canaliser une énergie puissante, s'enveloppant d'une lumière dorée chaleureuse. Auric est émerveillé car ses blessures guérissent instantanément. Elle explique qu'elle a également récité une prière pour apaiser son esprit et lui dit de revenir en toute sécurité. Elle lui souhaite les bénédictions des constellations alors que son groupe s'éloigne et l'homme bête aigle la remercie avec gratitude pour son aide. Avec sa force restaurée, Auric constate qu'il peut à nouveau bouger et commence la longue marche de retour dans l'obscurité. Après un moment, il entend des pas familiers au loin et ses yeux se remplissent de larmes de soulagement. Il retrouve enfin Manroc et les autres qui sont tous fous de joie de voir qu'il est toujours en vie. L'homme bête rhinocéros remercie abondamment le vieux guerrier et Auric incline la tête en signe de gratitude confirmant qu'il est maintenant en sécurité. Argel demande si un prisonnier de niveau 4 l'a soigné et Auric répond oui, ajoutant que la personne croyait à la constellation de lumière, ce qui soulage l'aîné. Le jeune homme surprend l'expression étoile et ski remarquant que cela lui semble familier et demande à Siro s'il se souvient de ce qu'il lui a dit. Il explique qu'il existe des êtres divins dans le cosmos, comme la constellation angélique de lumière et les étoiles du vide démoniaque des ténèbres. Il ajoute que la plupart des disciples, qu'ils soient de lumière ou d'obscurité, sont des fanatiques qui croient vraiment en une vie après la mort garantie. Le jeune homme conclut que même dans un endroit comme la solitude, les croyances des détenus sont divisées entre différents dieux. Siro réalise qu'Auric a rencontré l'un d'eux tandis qu'Argile note que l'homme bête aigle a un potentiel de croissance après avoir survécu au dangereux couloir. Alors que Manroc le remercie à nouveau, Argile leur dit de vivre avec motivation, mentionnant qu'il a formé de nombreux crocs puissants. Avant, il se souvient avoir formé de redoutables guerriers, déclarant que même si le processus prend du temps, ce n'est pas une tâche difficile pour lui. Cependant, la principale préoccupation du vieux guerrier est qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour mener à bien ses projets. Il serre les dents de frustration, réalisant que son temps qui diminue rapidement est un problème sérieux. Arjul crie soudainement à tout le monde de courir à toute vitesse, son expression sombre et déterminée. Alors qu'il fuit, une énorme explosion de feu éclate juste derrière eux, signalant l'arrivée d'une nouvelle menace. Un monstre effrayant et mince avec des yeux rouges brillants et des membres en forme de lame s'écrase d'en haut. Tout le groupe regarde en arrière avec une horreur absolue, leur visage pâle de choc et de peur à la vue de la créature. Le monstre atterrit avec un fracas assourdissant et le jeune homme dit à Siro de s'accrocher fermement alors qu'il exhorte tout le monde à courir. Auric crie à Manroc en lui demandant ce que c'est que cette chose et l'homme bête rhinocéros balbutie que c'est le décapiteur. La créature connue sous le nom de décapiteur les poursuit sans relâche à travers le couloir sombre et désolé. Le jeune homme serre les dents en se souvenant de l'avertissement du vieux guerrier selon lequel même les prisonniers de niveau 5 sont tués facilement par cette chose. Il réalise que c'est un danger bien plus grand que les ogres qu'il craignait auparavant et dit à son compagnon paniqué de simplement courir. Arjul soulève sans effort le jeune homme et Siro, avertissant que se faire attraper par le monstre signifie une mort instantanée. Le vieux guerrier sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre ses nouveaux alliés ici et décide qu'il doit attirer la créature lui-même. Alors que le décapiteur frappe à nouveau, atterrissant juste derrière eux, le jeune homme crie qu'il ne peut plus continuer. Arjul montre un passage étroit en demandant au groupe de se diriger à l'intérieur pour une sécurité temporaire. Le monstre rugit de frustration en essayant de suivre, mais constate que l'entrée est trop étroite pour qu'il puisse passer. L'aîné leur dit que ce n'est que le début et demande aux hommes bêtes aigles de conduire les autres vers les cellules à travers un chemin divisé. Arjul déclare qu'il attira la créature ailleurs et Auric regarde en arrière avec une expression déterminée comprenant son rôle. Le décapiteur commence à fracasser violemment ses membres à lame contre l'ouverture étroite, déchirant le mur de métal. Il devient clair que le monstre a l'intention de se frayer un chemin à travers la force brute et le groupe panique. Juste au moment où le mur explose, Arjul leur crie de courir dans la direction opposée pour attirer l'attention du décapiteur. Le reste du groupe atteint finalement une zone de sécurité, s'effondrant d'épuisement alors que Manroc demande s'ils se sont vraiment enfuis. Le jeune homme suggère qu'ils devraient revenir en arrière et se battre aux côtés du vieux guerrier, mais Manroc dit que le couloir grouille de ces choses. Juste au moment où l'homme bête rhinocéros accepte qu'ils ne peuvent pas simplement l'abandonner, Auric leur dit fermement non. Il explique que l'aîné vit seul dans cette prison depuis bien plus longtemps que ce qu'aucun d'eux ne peut imaginer. Cela signifie qu'il a combattu d'innombrables fantômes et qu'il ne serait que des bagages qui ne survivraient pas s'il revenait en arrière. L'homme bête aigle leur rappelle que leur travail consiste à se rendre aux cellules le plus rapidement possible et le groupe accepte à contre-cœur de partir. Pendant ce temps, le décapiteur se moque d'Argile en lui proposant de lui couper les jambes pour qu'il n'ait plus mal. Le monstre continue de se moquer en suggérant qu'il laisse un testament, mais le vieil homme demande s'il le déteste tellement qu'il le veut mort. Arjul fait semblant de ne pas comprendre en demandant calmement comment il aurait pu tromper la créature. Le décapiteur rugit de fureur, l'accusant d'avoir brisé une promesse de jouer à pierre, papier, ciseaux il y a plus de 4 ans. Alors que le monstre rage, l'expression du vieux guerrier devient sérieuse. Réalisant que quelque chose ne va pas avec ce fantôme, il sait que les fantômes sont mentalement instables. Donc,
Sa mémoire claire signifie que quelqu'un qu'il connaît l'a envoyé. Il pense à un nom, Saddle. La créature semble confuse par le mot, répétant le nom et demandant ce qu'il signifie. Arjul se souvient que Saddle n'était qu'un gamin il y a 5 ans et est maintenant surpris qu'il puisse contrôler les fantômes. Une nouvelle voix parle à travers le monstre. Impressionné que l'aîné ait remarqué sa marque cachée, le vieux guerrier ricane, demandant si son adversaire a oublié que ses yeux ne manquent rien et révélant qu'il était juste en train de le tester. Dans une explosion d'énergie rouge, un nécromancien des adorateurs de démons apparaît confirmant que son nom est Saddle. Arjul déclare que même après 5 ans, Saddle n'a toujours pas réalisé qu'ils sont à des niveaux complètement différents. Le nécromancien ricane à travers le monstre, déclarant que cette fois sera différente alors qu'il se jette à l'attaque. Cependant, l'aîné se déplace avec une vitesse fulgurante, créant de multiples images rémanentes de lui-même pour esquiver sans effort l'assaut. Le monstre rugit de frustration, sûr qu'après 5 longues années, ce sera enfin lui qui le vaincra. Saddle se vante qu'après 5 ans, il a même acquis la capacité de contrôler les dangereux fantômes du couloir. Il est certain que même le vieil homme ne peut échapper à cette attaque de la puissante créature sous son commandement. Le nécromancien explique que le décapiteur est un monstre de grade 5, un niveau de puissance que peu peuvent supporter. Avec ce fantôme, il affirme pouvoir désormais tuer même les détenus de grade 5 les plus forts avec une facilité absolue. Il exhorte le vieux guerrier à abandonner et à se joindre à sa cause, lui offrant d'épargner sa vie en récompense de sa reddition, mais l'aîné se moque simplement, rejetant le passage de 5 ans comme complètement hors de propos dans leur combat. Il révèle qu'il a enduré 60 longues années dans la solitude, faisant paraître l'expérience de son adversaire insignifiante. Argel se tient ferme contre l'assaut du monstre, insensible à la puissance que son ennemi a acquise. Il traite calmement le nécromancien de bleu, encore bien trop inexpérimenté malgré ses nouvelles capacités. Le vétéran se demande si Saddle pense vraiment que ses 5 années de lutte peuvent se comparer à ses propres 60 années de survie. Hors de lui, Saddle lui hurle d'arrêter de dire des bêtises, refusant d'accepter la vérité. Dans un flot de mouvements, Arjul réduit la distance et part la lame du monstre avec une puissante contre-attaque. Il dit à Saddle qu'après tout ce temps, l'étape qu'il a finalement atteinte n'est qu'une façon de mesurer les grades, une compréhension superficielle du véritable pouvoir. L'aîné enchaîne avec un coup de poing dévastateur, assénant un coup propre sur la mâchoire du décapiteur. Il dit au jeune nécromancien que pour sa prochaine leçon, il doit apprendre à voir la véritable essence du pouvoir. Avec un dernier coup brutal, Argil démontre la force brute de son expérience. La tête du monstre explose sous l'impact, une démonstration claire de la vaste différence de leur classe. Le vieux guerrier se tient calmement au-dessus du corps vaincu du monstre, la bataille étant décisivement gagnée. Il regarde un symbole rougeoyant sur les restes de la créature, l'identifiant comme la marque du contrôle des fantômes. Arjul brandit les cheveux coupés du monstre, déclarant que ce sera un message pour les adorateurs du diable. Avec un dernier coup décisif, il détruit complètement la marque de contrôle, coupant la connexion du nécromancien. Pendant ce temps, Roop se ferait un chemin à travers le couloir sombre, réalisant à quel point il est difficile de naviguer sans leur chef. Auric demande s'ils sont sur le bon chemin, car il est presque impossible de s'y retrouver seul dans le couloir déroutant. Manrock s'inquiète de savoir si le vieil homme va bien après le bruit fort qu'ils ont entendu, mais le jeune homme croit que leur chef a un plan. Soudain, Siro aperçoit une lumière devant lui et la montre aux autres, juste au moment où Argil apparaît et les traite de retardataires. Le groupe est choqué de le voir, se demandant comment il a réussi à échapper aux fantômes et à les dépasser sans être vu. L'aîné rejette leurs questions en leur disant d'entrer rapidement dans la cellule car le danger est déjà passé. Il explique que les dragons cracheurs de feu ont terminé leur chasse et ont quitté le couloir, mais le groupe est toujours confus. Alors qu'ils entrent dans la cellule, Siro fixe avec horreur la scène devant lui, le visage pâle de choc. Les seules choses qui restent à l'intérieur de la cellule sont les cadavres carbonisés et noirs des autres détenus. Le jeune homme se précipite aux côtés de Siro, lui demandant s'il va bien alors que le garçon se couvre le visage de détresse. Le vieux guerrier pose une main réconfortante sur l'épaule de Siro, lui disant d'accepter la dure réalité de la solitude. Le garçon lève les yeux remplis de larmes, demandant si les faibles sont simplement destinés à mourir dans cet endroit. L'aîné lui dit calmement que non, expliquant que dans une prison comme celle-ci, n'importe qui peut mourir à tout moment. La scène sombre sert de rappel brutal de ce qu'est réellement la solitude, un endroit où d'innombrables prisonniers arrivent et meurent quotidiennement. Leurs vies sont confisquées quel que soit leur grade, leur personnalité, leur capacité ou leur lien avec le monde extérieur. Dans cette prison brutale, la seule certitude pour la plupart est qu'ils finiront par mourir. C'est tout. Manrock fixe les conséquences horribles, maudissant le trou à rats dans lequel ils sont piégés. Il note tristement le cycle sans fin de la mort et du remplacement juste au moment où l'heure de l'appel approche, annonçant de nouvelles arrivées. Une annonce du système déclare le début de l'appel du matin, révélant que seuls 5 des 95 détenus ont survécu. En raison de la pénurie extrême de personnel dans le bloc cellulaire 1257, les survivants restants seront relogés. Le groupe regarde avec choc et confusion, pris complètement au dépourvu par l'annonce soudaine. Une lumière dorée brillante les enveloppe et Siro appelle paniqué alors que son compagnon lui dit de se calmer.
Arjul les avertit rapidement d'écouter attentivement car ils pourraient être séparés après le transfert forcé. Les détenus sont séparés par la lumière puissante et Manrock crie de surprise d'être séparés de force. Le vieux guerrier leur donne un dernier conseil, leur disant de courir vers la mer s'ils atterrissent dans une jungle. Horak hurle de confusion, se demandant pourquoi il y aurait même une jungle dans une prison de haute technologie. Le transfert est terminé, laissant les restes de leur ancien bloc cellulaire vide et désolé. Arjal se retrouve dans une nouvelle cellule déçu que tout le monde ait été séparé, en particulier celui qu'il pensait avoir du potentiel. À sa grande surprise, le seul qui est venu dans la nouvelle cellule avec lui était le jeune garçon, Sero. L'aîné comprend que l'intention du directeur est claire, envoyant un message pour simplement gérer la marchandise qui lui a été donnée. Il sait qu'il rencontrera bientôt le directeur, mais d'ici là, il prévoit d'élever l'enfant et de prendre ce dont il a besoin. Le vieux guerrier examine leur nouvel environnement, notant que cette cellule est 4 fois plus grande et contient environ 300 prisonniers. Une silhouette sombre au loin remarque leur arrivée, signalant les nouveaux venus à son compagnon. Un groupe de détenus à l'air rude commente moqueusement le vieux croton et le morveux qui viennent d'être convoqués. L'un d'eux suggère d'asservir les deux tandis qu'un autre fait une remarque sur le bel âge du garçon, le qualifiant de point idéal. Il regarde Siro avec des yeux affamés, commentant que le jeune garçon est juste mûr pour être pris. Siro se cache derrière l'aîné, soulignant nerveusement que les autres prisonniers ont des yeux de prédateurs étranges. Arjul s'avance calmement, disant aux détenus avides de s'arrêter là et de reculer. Juste à ce moment-là, une femme aux cheveux roux nommée Rosanne apparaît avec son gang et les autres détenus bafouillent son nom de peur. Elle se moque d'Arjul pour avoir agi avec arrogance sans affiliation et lui dit froidement de disparaître immédiatement. Alors que le groupe précédent s'enfuit, Rosanne les regarde partir avant d'ordonner à ses propres hommes de lui amener le jeune garçon. L'un de ses subordonnés s'approche et attrape Siro qui crie de peur tout en se cachant derrière le vieil homme. Le garçon panique, les yeux grands ouverts de terreur alors qu'il tente de résister à l'enlèvement par le grand détenu. Il regarde en arrière l'aîné, confus et effrayé, se demandant pourquoi il se contente de rester là sans l'aider. Le sbire traîne Siro alors que le garçon se débat, suppliant qu'on le laisse partir tandis que l'homme lui dit de se taire. La peur de Siro s'intensifie, ses yeux grands ouverts montrant la terreur pure qu'il ressent alors qu'il est éloigné de son protecteur. Soudain, le détenu est frappé par une force invisible, le faisant trébucher vers l'avant et lui faisant perdre sa prise sur l'enfant. L'homme est stupéfait, se demandant ce qui vient de se passer, tandis que Rosanne exige de savoir ce que son subordonné vient de faire. La chef aux cheveux roux réprimande son voyou avec colère en lui demandant pourquoi il ne peut même pas faire son travail correctement. Elle lui rappelle que le garçon est un produit qui lui a été confié par le directeur, mais l'homme insiste sur le fait qu'il n'a rien fait. Le sbire regarde Siro en bas avec une confusion totale, essayant toujours de comprendre l'attaque invisible soudaine. En arrière-plan, Arjul regarde avec une expression calme et illisible, son intervention étant passée inaperçue. Une aura rouge féroce jaillit soudainement de Siro alors que son corps commence à se transformer, ses traits devenant plus sauvages. Les autres détenus reculent sous le choc alors que le garçon transformé se tient maintenant devant eux, prêt à se battre. Rosanne sourit, amusée par le spectacle et notant qu'il remue même la queue, décidant qu'il vaut la peine d'être élevé. Elle ordonne à ses hommes de se dépêcher et de capturer le garçon, mais ils hésitent. Maintenant intimidé par sa nouvelle forme, Siro transformé se jette sur l'homme qu'il a attrapé, le visage déformé par un rictus féroce. Il assène un coup dévastateur qui envoie le grand détenu voler en arrière avec une force incroyable. Siro grogne sur l'homme, l'avertissant de bien se tenir car il ne peut pas le tuer, une promesse qu'il a faite au vieil homme. Et enragé, l'homme de main se jette à l'attaque, mais le garçon transformé le maîtrise facilement. Un autre des subordonnés de Rosanna se précipite, réprimandant son camarade pour son comportement honteux. Il s'apprête à frapper Siro, mais les instincts sauvages du garçon prennent le dessus et il contre facilement l'attaque. Le nouvel attaquant est envoyé voler, s'écrasant sur son allié alors que les hommes de Rosanne se montrent incapables d'attraper un petit morveux. L'exécuteur se tourne ensuite vers Argel, exigeant de savoir ce que fait le vieux schnock et lui disant de déguerpir. Il lève la main pour frapper, mais le vieil homme attrape sans effort son bras, l'arrêtant net. D'un seul mouvement fluide, Argel fait basculer le grand homme par-dessus son épaule, le projetant violemment au sol. Il assène ensuite un coup rapide et décisif, mettant l'homme KO d'un seul coup de poing. Le vieux guerrier se tient au-dessus des corps tombés, laissant Rosanne et ses hommes restant complètement stupéfaits. La chef aux cheveux roux est impressionnée. Ses yeux fixés sur la démonstration de force de l'homme aux yeux bandés. Arjul regarde Siro inconscient en remarquant que même s'il a perdu la raison, il ne fait pas le poids face à un prisonnier de classe 2. Il pense que le garçon n'est pas sans talent et pourrait devenir beaucoup plus précieux entre ses mains, ce qui vaut la peine de l'élever. Rosanne s'approche, se moquant du vieil homme qui reste bouche bée après avoir touché un de ses enfants. Pensant qu'il est intrépide à cause de son âge, la femme sourit d'un air menaçant, déclarant qu'à son âge, la seule chose qui lui reste à craindre est la faucheuse, et elle va lui donner une chose de plus à craindre aujourd'hui. Elle s'infiltre dans l'air, son fouet claquant alors qu'elle menace de l'attacher pour qu'il ne puisse plus bouger un muscle. La femme aux cheveux roux promet de lui enlever la peau tranche par tranche avec son fouet.
Juste au moment où elle s'apprête à frapper, une figure massive atterrit entre eux en criant que ça suffit. Rosanne est agacée par cette entrée, tape à accent grave l'œil, disant au nouveau venu de ne pas se mettre en travers de son chemin car elle a trouvé le vieil homme en premier. Un grand homme musclé avec un symbole étrange sur le front se tient maintenant devant eux, sa présence intimidante. Le nouveau venu dit à Rosanne qu'il est temps de se retirer, mais elle ricane en demandant qui il pense être pour lui donner des ordres. La femme aux cheveux roux déclare qu'elle est toujours prête pour une guerre et qu'elle finira par arriver. Le grand homme campe sur ses positions en déclarant que si elle ne recule pas, lui non plus. Rosanne se moque de lui en remarquant qu'il l'a encerclée de tous les côtés sans issue de secours. L'homme lui dit de ne pas tomber dans tous les pièges en lui rappelant que s'ils se battent, c'est exactement ce que veut Beckham. Vaincue, elle s'éloigne avec sa bande en promettant de lui faire regretter ça un jour. L'homme est soulagé qu'elle ait reculé pour l'instant et le vieil homme lui demande s'il l'a sauvée dans la jungle il y a 1 an. Le nouveau venu sourit en confirmant que la mémoire du vieux guerrier est exacte, même s'il a peut-être oublié la rencontre. Arjul admet qu'il ne se souvient pas, mais l'homme insiste sur le fait qu'il l'a aidé ce jour-là et qu'il ne l'a pas oublié. Le vieil homme réalise que cela a dû se produire pendant la libération où il a aidé involontairement en chassant des indigènes. L'homme s'agenouille devant lui en déclarant que même si le temps a passé, le fait qu'il ait été sauvé ne change rien. Il ordonne à ses propres hommes de baisser la tête en présentant le vieux guerrier comme leur nouveau grand frère. Le grand homme et toute sa bande s'inclinent par respect en s'adressant à leur nouveau chef. Arjul ne peut que se gratter la tête, surpris par ce revirement soudain et inattendu. Juste à ce moment-là, Siro crie de douleur à cause d'un cauchemar, suppliant que ça s'arrête. Le garçon se débat dans son sommeil, son esprit encore bouleversé par les événements traumatisants de la journée. Le grand homme, qui s'appelle Morgan, regarde avec inquiétude avant de suggérer qu'ils poursuivent le briefing. Il explique qu'ils sont dans la cellule 3, année 98 et qu'il y a actuellement 3 factions principales à l'intérieur. La première est celle qu'il dirige, connue sous le nom de la hache ou le cercle de Morgan. La deuxième est la sorcière au fouet, le cercle de Rosanne, le groupe qu'ils ont rencontré il y a quelques instants. Et la troisième est l'utilisateur de la lame, le cercle de Beckham, un groupe qu'ils n'ont pas encore rencontré. Morgan révèle que tous les chefs de cercle, lui y compris, sont de puissants prisonniers de classe 3. Ces 3 cercles maintiennent actuellement l'équilibre des forces et tous se préparent à la libération. L'un fouillant près des cellules. Argel note que Margon s'est bien habitué à la solitude et l'homme attribue sa survie à sa capacité à former un petit cercle. Le vieil homme le remercie pour ses précieuses informations et dit qu'il va se reposer maintenant et Marden propose de lui apporter de la nourriture. Alors que Marden s'en va, Arjal mange calmement un bourgeon, son expression illisible alors que Siro l'observe en silence. Le garçon demande si le vieil homme ne l'a pas aidé plus tôt parce qu'il est faible et inutile. Le vieil homme souligne que Siro ne se souvient pas de son bref éveil et dit que s'il avait été abandonné, ils ne seraient pas ensemble maintenant. Il lui demande ensuite si le garçon a peur et Siro avoue qu'il se sent inutile sans son compagnon, Lucas. Le jeune garçon dit qu'il est trop faible pour être utile, mais le vieux guerrier lui dit qu'il a complètement mal compris. Argil explique que la force ou la faiblesse ne dépend pas d'eux, mais de celui contre lequel ils se battent. Le vieil homme déclare qu'il veut que Siro survive dans la solitude et qu'il est prêt à l'aider à y parvenir. Il propose d'apprendre au garçon à chasser les ténèbres de son cœur et à devenir vraiment fort. Siro est stupéfait par cette offre. Ses yeux sont grands ouverts, remplis d'un mélange d'espoir et d'incrédulité face aux paroles du vieil homme. Mais avant qu'il ne puisse commencer, le vieil homme lui dit qu'il doit d'abord manger, au grand désarroi du garçon. Le vieux guerrier demande si Siro sait ce qu'il craint le plus dans cette prison désolée. Il révèle que sa plus grande crainte est la faim, car il n'y a rien de plus douloureux que la famine. Arjul lui présente un bol d'insectes en expliquant qu'on ne peut pas devenir fort le ventre vide, une réalité qu'il doit accepter. Il dit au garçon que s'il veut vraiment devenir fort, il doit manger, aussi dégoûtante que soit la nourriture. Avec un regard de pure détermination, Siro déclare qu'il deviendra fort lui aussi et commence à manger les insectes. Ailleurs, un groupe appelé le Cercle de Losna note que leur chef, Lady Losna, est allé faire son rapport habituel. Dans une chambre sombre, une silhouette en robe s'incline devant un orbe rougeoyant rendant compte de leur progrès. Elle confirme qu'ils ont rassemblé environ la moitié des spécimens vivants et pense que la prochaine phase sera achevée à temps. La voix de l'orbe demande si quelque chose d'inhabituel s'est produit et elle répond que non, bien que les personnes âgées et les enfants aient été transférés. L'orbe écarte ses inquiétudes, mais demande ensuite plus de détails sur les détenus âgés. La femme se souvient que leurs yeux avaient une lumière mystérieuse et qu'ils se dirigeaient vers le chaos comme s'ils y étaient attirés. La voix demande si c'est vrai et elle confirme qu'il n'y a pas d'erreur, se demandant qui cela pourrait être. Une entité ardente ressemblant à un dragon émerge de l'orbe en déclarant qu'elle ira personnellement enquêter. La femme est surprise par cette décision, mais propose de capturer le vieil homme pour son maître avant qu'il n'arrive. Le chef des démons accepte en lui donnant la permission de se battre en duel comme elle le souhaite avec le prisonnier. Forte de l'autorité qui lui a été accordée, la femme se réjouit de capturer le puissant vieil homme. De retour dans sa tenue habituelle, la femme aux cheveux roux jure de capturer toutes les proies que son maître désire et de les lui présenter. De retour dans la cellule, Arjul et Siro sont assis l'un en face de l'autre,
méditant et canalisant leur énergie intérieure. Ils sont assis en concentration silencieuse, l'atmosphère est calme et concentrée alors que leur entraînement commence. Le vieil homme dit au garçon qu'il est temps de commencer, lui demandant de fermer les yeux et de respirer lentement. Siro suit ses instructions, déterminé à devenir plus fort et à survivre aux horreurs de la prison. Arjul explique que les points et les techniques ne veulent rien dire, car ce qu'il doit apprendre est bien plus fondamental. L'ancien lui dit d'inspirer profondément et d'expirer lentement en se concentrant sur l'obscurité qui couvre sa vision. Ce faisant, une vague d'énergie apparaît, signe de sa maîtrise croissante de son moi intérieur. Le vieux guerrier explique qu'ils vont maintenant entrer dans son moi intérieur et que sa forme spirituelle flotte hors de son corps. L'esprit de l'aîné veille sur Siro en lui demandant de garder sa respiration régulière et lente. Sur son ordre, le garçon ouvre les yeux et se retrouve dans un endroit étrange, sombre et inconnu. Il appelle le vieil homme, confus et effrayé, alors qu'il regarde autour du vide. La voix de l'aîné le rassure en lui disant de se calmer car il est juste là avec lui. Il révèle que cet endroit étrange est l'intérieur de l'esprit de Siro, son moi intérieur. Arjul explique que pour devenir fort, il doit d'abord affronter les ténèbres dans son cœur et lui ordonne de faire un pas en avant. Alors que Siro fait ce premier pas, il est soudainement englouti dans une lumière vive et chaleureuse, une vision de son passé. Il voit un heureux souvenir de sa famille, son jeune moi tendrement serré dans les bras de sa mère. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il est submergé par les émotions puissantes de ce souvenir perdu depuis longtemps. La voix de l'aîné lui dit doucement que c'est assez loin et lui ordonne de ne plus baisser les yeux. Il dit à Siro de se concentrer sur sa voix et d'expirer lentement et le garçon fait de son mieux pour suivre l'ordre, mais la vision est trop puissante et sa conscience commence à s'estomper alors qu'il est entraîné plus profondément dans le souvenir. Siro halète, ses instincts sauvages prenant le dessus alors qu'il lutte pour se libérer de la vision accablante. De retour dans le monde réel, Arjul le félicite pour sa bonne performance lors de sa première confrontation avec les ténèbres intérieures. Il rappelle au garçon de ne jamais oublier ce qu'il est car le sang qu'il porte fait partie de lui. Siro regarde ses mains transformées et l'aîné lui dit que ce sang deviendra sa plus grande arme. La séance d'entraînement terminée, Arjel décide qu'il est temps de prendre un repas et le garçon est d'accord. Juste à ce moment-là, Morgan arrive avec de la viande de monstre rôtie, la leur offrant en signe de gratitude. Saru remarque que les hommes de Morgan ne mangent pas et demande si c'est bon, mais le vieil homme lui dit de ne pas s'inquiéter. Ailleurs, Rosanne et son gang confrontent les hommes de Morgan en exigeant qu'ils remettent tout ce qu'ils ont. L'homme de Morgan lui dit de ne pas agir comme si tout était à elle, mais Rosanne se moque de lui pour avoir soudainement agi comme un bon gars. Elle le regarde en souriant sinistrement, surprise de le voir encore en vie après leur dernière rencontre. Il remet à contre-cœur leur trouvaille, comprenant qu'il n'a d'autre choix que de se conformer à ses demandes. Un autre des hommes de Morgan apporte les corps des personnes décédées et les ajoute à la pile. Il explique que l'un des corps appartient à un membre du cercle décédé dans le couloir la veille. Siro est horrifié de constater qu'ils échangent des cadavres contre de la nourriture et l'aîné confirme qu'il les mange également. Le vieux guerrier explique sombrement que ce genre de choses arrive souvent dans la réalité brutale de la solitude. Alors que les autres détenus célèbrent leur dégoûtant couloir, Siro est pris de nausées et vomit la viande qu'il vient de manger. Morgan dit à son patron de se reposer car lui et ses hommes retournent également manger. Alors qu'ils partent avec leur sinistre repas, Argel regarde avec une expression pensive, sentant qu'ils ont été lésés. Il se tourne vers Siro, lui disant de manger toute la viande de monstre et les insectes qu'il veut, mais de ne jamais devenir comme ces gens. Ailleurs, un autre groupe de détenus se vante de sa dernière mise à mort, se moquant des appels à la vie de leurs victimes. Ils sont d'accord avec leur chef Beckham pour dire que les prisonniers de première classe sont des déchets qui ne peuvent même pas se défendre correctement. Juste à ce moment-là, l'homme lui-même, Beckham, arrive avec son propre cercle, sa présence inspirant respect et peur. Il approche Morgan et son groupe, qui sont surpris de voir le chef de la troisième faction. Les deux chefs se tiennent face à face, la tension dans l'air étant épaisse de rivalité et de suspicion tacite. L'un des hommes de Morgan est surpris que Beckham soit prêt à partager de la nourriture et du butin, car leurs cercles sont en mauvais termes. L'homme explique que ce n'est pas toujours le cas, car Beckham ne se bat jamais en premier, préférant garder tout le monde sous son contrôle. Il révèle ensuite que l'autre chef veut parler à leur patron et demande s'ils doivent y aller ensemble. L'aîné dit à Siro de rentrer seul pendant qu'il va rencontrer Beckham, mais le garçon hésite. Siro est assis avec ses gardes qui se plaignent d'être coincés à garder un gamin pendant que tout le monde est au festin de Beckham. L'un d'eux regarde le garçon avec des yeux affamés, commentant que sa viande doit être agréable et tendre. L'autre lui conseille d'arrêter de baver, lui rappelant que si leur capitaine le découvre, leur propre viande finira dans l'assiette de Rosanna. Siro est laissé seul avec ses sombres pensées, se demandant s'il pourra un jour devenir aussi fort que le vieil homme dans un endroit comme celui-ci. Il se souvient de sa conversation précédente avec l'aîné qui lui avait demandé si c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un de vraiment fort. Le garçon avait confirmé avec empressement, demandant même si le vieux guerrier n'était pas humain en raison de son incroyable puissance. Arjul avait simplement déclaré qu'il était humain, mais Siro avait insisté en lui demandant s'il pouvait utiliser de l'énergie ou du mana. L'aîné avait expliqué que bien qu'il ne puisse pas utiliser le mana,
il pouvait contrôler l'énergie dans une certaine mesure. Siro, plein de curiosité, lui avait dit avec enthousiasme qu'il avait des tonnes d'autres questions à poser. Il avait posé des questions sur l'âge du vieil homme et Argile avait simplement répondu qu'il avait 88 ans. Lorsqu'on lui a posé des questions sur ses loisirs, il a dit qu'il n'en avait pas, mais qu'il se promènerait dans le couloir quand il ne pourrait pas dormir. Le garçon a ensuite demandé s'il avait des amis et l'aîné avait répondu que certains étaient froids à l'extérieur mais chaleureux à l'intérieur et que l'un d'eux ressemblait même à un ours. Enfin, Siro avait posé la question la plus difficile de toutes, pourquoi il était venu en isolement en premier lieu. Un silence lugubre était tombé entre eux, une image sanglante traversant l'esprit du vieux guerrier. Il avait simplement déclaré que sa femme était décédée, une femme vraiment belle qui souriait toujours avant de réserver le reste pour une autre fois. De retour dans le présent, Siro est surpris par un bruit soudain, ses yeux se tournant avec alarme. Il sent le danger approcher, ses instincts en alerte alors qu'il se prépare à une éventuelle attaque. Un fouet claque dans l'air et Siro se retrouve encerclé par Rosanne et son gang. Le garçon est envoyé voler par la force de l'attaque. S'écrasant violemment contre le sol impitoyable de la prison, Rosanne le regarde de haut, un sourire de prédateur sur son visage alors qu'elle demande où est le vieil homme qu'il recherche. Elle l'appelle moqueusement un petit chiot et le garçon panique, son esprit s'emballant alors qu'il essaie de trouver quoi faire. Il réalise avec une secousse de terreur que le vieil homme n'est pas là pour le protéger, le laissant complètement seul et vulnérable. Avec un sourire démoniaque, la femme lui fait signe d'approcher et le garçon essaie désespérément de trouver un moyen de survivre à cette nouvelle menace. Siro serre les dents en endurant le coup de fouet douloureux alors qu'il est envoyé voler vers l'arrière par la force. La femme aux cheveux roux commande son endurance surprenante, se demandant ce qui a changé depuis sa crise de panique de la veille. Terrifié, le garçon la supplie d'arrêter, avertissant que quelque chose de terrible se produira si elle pose une autre main sur lui. Rosanne se moque de ses paroles, se demandant si c'est une menace et le narguant de se dépêcher car elle s'ennuie. Elle l'encourage à aboyer et une aura rouge éclate autour de Siro alors que son corps commence à se transformer une fois de plus. Avec un sourire sinistre, elle mentionne qu'elle est triste ces derniers temps parce que tous ses autres animaux de compagnie meurent un par un. Elle balance ensuite à nouveau son fouet en espérant que ce nouvel animal de compagnie pourra endurer un peu plus longtemps que les autres. Le fouet s'enroule étroitement autour de la cheville du jeune garçon, le piégeant complètement. La femme l'arrache de ses pieds, l'envoyant voler à travers le sol de la cellule avec une puissante touffe de son fouet. Il s'élève dans les airs complètement impuissant alors que Rosanne se tient en dessous au milieu d'une aura ardente intimidante. Elle épingle le garçon vaincu au sol avec son pied, se demandant quand le vieil homme passera enfin à l'action. Pendant ce temps, Argel est assis avec Morgan et Beckham autour d'Emile, trouvant toute la situation intéressante. Beckham note que l'aîné est venu dans cette cellule juste après avoir chassé dans les couloirs, puis lui pose une question. L'utilisateur de la lame souligne qu'il n'y a pas de numéro de classe écrit sur le cou d'Argel comme les autres prisonniers. Le vieux explique que ça fait un moment, mais au début, la prison n'attribuait aucun numéro de classe. Morgan remarque à quel point il doit être fort, mais Arjul minimise ses exploits passés comme de l'histoire ancienne. Les trois puissants détenus poursuivent leur réunion tranquille au milieu du paysage métallique désolé de la prison. Beckham repense à l'histoire du vieil homme, notant que c'est la première fois qu'il voit un survivant sans numéro de classe. Il se souvient de l'histoire de son combat contre des indigènes de la jungle seul et son expression devient soudainement sérieuse. Une lueur intense apparaît dans ses yeux alors qu'il décide qu'il devrait tester lui-même la force du mystérieux vieil homme. Morgan frissonne se demandant d'où vient ce frisson soudain et l'attribuant au fait de ne pas avoir mangé correctement ces derniers temps. Le vieux s'excuse ensuite pour partir et Beckham lui demande pourquoi il part si tôt sans même manger. Argel explique qu'il a un enfant à surveiller, mais il emportera la viande de monstre avec lui en s'éloignant. Beckham pense que même si Morgan ne l'a pas senti, le vieil homme n'a montré aucune réaction à son intention de tuer. L'utilisateur de l'âme le regarde partir, son expression sérieuse alors qu'il jure de se souvenir du nom d'Argile. Pendant ce temps, Sarah est allongée, enchaînée et vaincue sur le sol alors qu'un des hommes de Rosanne la félicite. La femme aux cheveux roux sourit avec joie, ses hommes de main louant le nouvel animal de compagnie comme parfait pour son goût. Le garçon reste immobile, son corps souffrant trop pour même faire un son alors qu'il se demande combien il va lutter. Il pense que s'il agit comme un animal de compagnie, ça ne fera peut-être pas aussi mal et il pourra revoir son frère un jour. Soudain, un de ces hommes se précipite et elle demande avec colère s'il veut être tué pour avoir fait autant de bruit. L'homme rapporte nerveusement que le vieil homme est apparu, ce qui fait jaillir une étincelle d'espoir dans les yeux de Siro. L'homme de main bégaye en essayant d'expliquer qu'il y a un gros problème avec leur visiteur inattendu. Avec une expression terrifiée, il révèle que le vieux guerrier n'est pas seul. La femme est stupéfaite de voir Arjul se tenir devant elle, soutenue par toute la force des deux autres cercles. Martin crie à Rosanne depuis la foule en lui disant qu'elle ne semble pas apprécier sa vie. Elle le traite de parasite et le met au défi d'attaquer s'il est si confiant, mais il fulmine devant son manque de respect. Le vieux dit à son allié de se calmer en déclarant qu'il parlera directement à la femme. Il se tient seul dans l'espace ouvert, la regardant et exigeant qu'elle lui rende son ami. Rosanne refuse, déclarant que le garçon est à elle puisqu'elle l'a attrapé et reprochant à Argel de ne pas l'avoir protégé.
Le vieux guerrier trouve son raisonnement complètement absurde, son expression se durcissant devant sa logique tordue. Argel dit à la femme qu'elle ne comprend pas la vraie valeur du garçon en l'utilisant juste pour attirer son attention. Avec une expression sombre, le vieux guerrier l'avertit que le fait d'avoir cet enfant avec elle signifie qu'elle mourra sûrement. Rosanne se moque de sa menace, confiante que seule une personne comme Mardin se laisserait prendre à un bluff aussi évident. Enragé, Mardin propose de sauver l'enfant et de lui apporter la tête de la femme, mais Argel lui dit que ce n'est pas nécessaire. Le grand homme est complètement confus alors que son grand frère se tourne simplement et commence à s'éloigner avec le groupe. Le vieux explique qu'il n'y a aucun problème à reprendre Siro lentement parce qu'ils ne le tueront pas. En fait, il précise qu'il ne devrait même pas pouvoir tuer le garçon en premier lieu. Il sait que la marchandise sera gardée en sécurité car le directeur lui-même surveille la situation. Alors que le groupe s'en va, Arjul s'arrête un instant, perdu dans ses pensées au milieu de la grande salle. Il se retrouve seul dans un long couloir silencieux, pensant au tournant récent des événements. Le vieux guerrier remarque que ça fait un bon moment que lui et une certaine personne ne se sont pas rencontrés. Une mystérieuse silhouette aux cheveux noirs apparaît et lui demande s'il a des amis et il admet qu'il en a quelques-uns froids mais chaleureux. Il note qu'elle a dû l'apercevoir en passant, l'identifiant comme l'une de ses rares amies. Une belle femme nommée Chris se matérialise devant lui, entourée d'une brillante aura bleu clair. Elle explique que l'atmosphère était trop intense pour être ignorée, alors elle est venue lui dire bonjour et vérifier sa santé. Le vieux admet qu'il est inquiet car le temps qui lui a été donné ne semble pas être très long. Chris propose de nettoyer les éléments gênants dans la cellule, notant la présence de plusieurs adorateurs de démons. Cependant, Argel décline son offre, craignant que sa marchandise ne soit prise dans les tirs croisés et ne meure. La femme sourit chaleureusement en mentionnant qu'elle va voir sa sœur et lui demandant de lui transmettre ses salutations. Elle embrasse ensuite le vieux guerrier en lui disant de la laisser savoir s'il a besoin de quoi que ce soit car il est leur bienfaiteur. Alors qu'elle disparaît, le vieux guerrier est laissé flottant dans une mer d'énergie bleue, plongé dans ses pensées. Il réfléchit au fait que quelle que soit sa situation actuelle, il ne peut pas aller jusqu'à emprunter l'aide d'un jeune enfant. Debout seul dans un couloir sombre et high-tech, il s'avoue qu'il a vieilli. Ses chaînes crépitent d'électricité alors qu'il se rend compte qu'il ne peut plus tout résoudre de front comme avant. Cependant, alors que la foudre traverse sa main, il sait que ce qu'il doit faire n'est pas complètement impossible. Il se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de retenir sa force alors que les corps de ses ennemis tombent et gisent autour de lui. Avec une montée de puissance, la foudre crépite autour de sa lame spirale unique, prête à l'action. Arjul libère sa puissance, ça forme un tourbillon d'énergie bleue alors qu'il se prépare pour la bataille à venir. Pendant ce temps, Rosanne marche dans un couloir métallique sombre, ses pensées dérivant vers son propre passé. Elle se souvient qu'elle n'était autrefois qu'une prisonnière ordinaire de classe 3, son bras saignant d'une blessure récente. Elle n'était qu'un autre visage dans la foule luttant pour survivre dans la brutale prison. Tout cela a changé quand elle a rencontré cette personne, une figure massive et intimidante avec une immense puissance. Elle avait été tellement submergée par sa présence qu'elle s'était instinctivement agenouillée à ses pieds, incapable même d'établir un contact visuel. C'est l'autorité de cette personne qui lui a permis de grimper à sa position actuelle de pouvoir au sein de la prison. Un de ces hommes l'appelle pour la sortir d'un profond sommeil et elle demande d'une voix pâteuse ce qu'il veut. L'homme s'excuse nerveusement mais insiste sur le fait qu'elle doit confirmer quelque chose immédiatement. Elle menace de l'envoyer voler si ce n'est rien d'important, mais il lui dit d'urgence que tous leurs gars ont été éliminés. Il explique que quand ils se sont réveillés, tout le monde était déjà mort et la chef aux cheveux roux est complètement stupéfaite. Elle demande de quoi il parle, sachant que tout le monde se réveille en même temps à cause du système anti-Stan. Avec un regard d'horreur naissant, elle se rend compte qu'une attaque surprise pendant qu'il dormait devrait être impossible. Elle se tient devant les sombres conséquences, réalisant que sur 100 de ses hommes, 40 sont maintenant morts. Un de ses subordonnés note qu'ils ont tous été tués avec une arme pointue comme une haleine qu'il n'a jamais vue auparavant. Une sombre pensée lui traverse l'esprit alors qu'elle relie l'arme unique à un certain vieil homme. Elle se précipite furieusement à la recherche du petit garçon, exigeant de savoir où est ce sale gosse. Convaincue que c'est le Jésus qui fait ça, elle regarde les restes des chaînes du garçon. Avec un regard de pure détermination, elle rallie ses hommes restants et déclare qu'il est temps de commencer la chasse. Pendant ce temps, Sarah se réveille et se retrouve en sécurité avec Argile qui lui demande si sa conscience est revenue. Le garçon baisse la tête de honte en réalisant que le vieil homme l'a sauvé une fois de plus. Il dit au vieux qu'après tout ce qu'il a traversé, il comprend enfin qu'il doit se protéger. Le jeune garçon serre les poings, une nouvelle détermination brûlant en lui alors qu'il s'adresse au vieux guerrier. Avec de grands yeux déterminés, il déclare qu'il veut devenir plus fort quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, Morgan arrive en demandant pourquoi le gamin est là et en rappelant à son grand frère qu'il est temps de faire l'appel. Le vieux explique qu'il a amené le garçon et que les trois ont quelque chose d'important à discuter. Rosanne et son grand groupe marchent dans la prison, leur colère et leur détermination clairement visibles sur leur visage. Ils arrivent dans l'espace commun et constatent que les deux autres cercles sont déjà rassemblés. Argel les attend, aux côtés de Beckham et Margon, les trois chefs prêts pour l'inévitable confrontation. La femme aux cheveux roux hurle à ce fichu giseur de sortir et de l'affronter, sa voix remplie de rage.
Elle dit à Margon de se taire, déclarant que son affaire ne concerne que le vieil homme qui l'a contrarié. Elle l'accuse d'avoir éliminé ses subordonnés et d'avoir kidnappé son petit garçon, sa colère atteignant son paroxysme. Le vieillard la regarde calmement en retour, lui demandant s'il devrait la tuer aussi et la mettre sur la table à dîner. Arjul la trouve bruyante car elle ne comprend pas la situation, mais elle exige de savoir ce qu'il vient de dire. Avec une expression sévère, il répète simplement qu'elle est bruyante, sa voix coupant court à l'attention. La femme aux cheveux roux tremble de rage, incapable de formuler une réponse cohérente à son rejet calme. Le vieillard se tourne ensuite vers les deux autres chefs, leur demandant leur avis sur la proposition qu'il vient de faire. Morgane accepte rapidement, déclarant que c'est la proposition de son grand frère et qu'elle est très bien accueillie par son cercle. Beckham est également d'accord, notant que même s'il pourrait y avoir des victimes, la récompense potentielle vaut le risque. Le vieillard se retourne ensuite vers Rosanne, confuse, expliquant qu'il faisait une proposition aux deux autres cercles. Il suggère calmement que, comme 40 de ses hommes sont déjà morts, il devrait organiser un festin et capturer les 60 restants comme esclaves. La femme aux cheveux roux est complètement stupéfaite par son audacieuse proposition, son esprit étant bouleversé par les implications. Une sueur froide coule sur son visage alors qu'elle réalise la terrible réalité de sa situation. Chacun des trois cercles comptait 100 membres, maintenant un délicat équilibre des pouvoirs. Mais maintenant, grâce aux actions du vieux Jésus, beaucoup de ses forces sont mortes et l'équilibre a été brisé. La nouvelle alliance a désormais une force combinée de 200 hommes, tandis que son cercle n'en compte plus que 60. Elle réalise que cela crée un fossé de puissance trop important pour être géré et un reflet de sa défaite apparaît dans son œil. Un sentiment de peur accablant l'envahit alors qu'elle regarde l'armée massive qui se dresse maintenant contre elle. Son esprit se vide, incapable de penser à un moyen possible d'échapper à cette situation désespérée. Elle sait qu'il est impossible de gagner contre des forces plus de 3 fois supérieures à la sienne. Alors que l'armée massive charge en avant, Arjul mène l'attaque, sa forme étant un flou de fureur rougeoyante. Les deux camps s'affrontent dans une bataille brutale et sanglante, les bruits de combat résonnant dans toute la prison. Les forces de Rosanna sont rapidement submergées, leur corps étant déchiré par le nombre de leurs adversaires. Rosanna se bat désespérément, balançant son fouet dans une frénésie sanglante alors qu'elle est complètement encerclée et submergée. Dans la mêlée chaotique, une lame tranchante trouve sa cible, perçant la poitrine de la femme aux cheveux roux. Elle est rapidement envahie et poignardée de tous les côtés, son corps tombant au milieu de l'assaut incessant. Arjul observe la scène lugubre à distance, remarquant calmement qu'il l'avait déjà averti de ce sort. Après la bataille, il entre dans une chambre cachée et trouve un étrange autel avec un globe rougeoyant, un signe clair des adorateurs de démons. Il ramasse l'objet, l'identifiant comme un orbe de force vitale et notant qu'ils les ont progressivement collectés. Alors qu'il tient l'orbe, une puissante énergie rouge émane de l'autel et l'enveloppe complètement. Le vieillard semble agacé, réalisant que le fait d'être impliqué dans des affaires aussi gênantes retardera probablement sa rencontre avec le directeur. Il s'adresse ensuite à l'orbe, appelant quelqu'un nommé Darku et demandant s'il écoute. Arjul se souvient de sa précédente rencontre avec Saddle qui était liée à un fantôme et mentionne qu'il a coupé cette connexion. Il avertit Darku d'arrêter de le poursuivre, disant à l'adorateur de démons qu'il le regrettera s'il continue. Une nouvelle voix profonde parle soudainement de l'autel, rejetant les paroles du vieux guerrier comme des bavardages ennuyeux. La figure démoniaque massive des ténèbres apparaît, raillant Arjil et lui demandant s'il a peur. Le vieillard rétorque en demandant s'il ressemble à quelqu'un qui aurait peur de lui et commence à écraser l'orbe de force vitale dans sa main. Avec une dernière pression décisive, il brise l'orbe, avertissant que si les ténèbres le poursuivent, il mourra à coup sûr. Ailleurs, dans une pièce somptueuse, un homme aux cheveux longs et aux yeux rouges est assis calmement en sirotant dans un calice élégant. Cette figure puissante se révèle être le roi vampire Endura, un prisonnier de classe 8 terrifiant et de haut rang. Alors que quelqu'un essaie de s'approcher, le roi vampire leur dit avec colère de s'en aller, menaçant de tuer tout le monde dans la pièce. Soudain, Darku apparaît devant lui, déclarant calmement qu'il a quelque chose dont il doit discuter avec Endura. Le commandant démon, également prisonnier de classe 8, révèle qu'il a une proposition pour le roi vampire. Le roi vampire sirote calmement sa boisson, remarquant que, comme toujours, le commandant démon n'a aucun sens des manières. Darku lui rappelle qu'ils servent tous les deux la constellation du vide et insiste sur le fait que la proposition est également bonne pour lui. Le commandant démon massif fait ensuite sa demande, demandant de l'aide pour capturer le vieux guerrier, Arjil. Cependant, Endura refuse catégoriquement, déclarant que parmi les utilisateurs de magie noire, il n'y a pas de véritable relation maître-disciple. Il conseille au démon d'abandonner, affirmant que le vieil homme est complètement hors de sa portée, ce qui met Darku en rage. Le commandant avertit le roi vampire qu'un moment viendra où il regrettera d'avoir fait ce choix. Avec un sourire menaçant, Darku déclare qu'il capturera simplement Arjul tout seul. Le roi vampire lui rend simplement un sourire sarcastique, lui souhaitant bonne chance dans sa folle entreprise. Darku disparaît ensuite dans un vortex tourbillonnant d'énergie noire, laissant la pièce somptueuse dans un silence soudain. Endura se moque de l'arrogance du démon, le qualifiant de gamin insolent qui ne comprend toujours pas sa propre position.
Il réfléchit que tout prisonnier qui gravit les échelons en solitaire finit par apprendre le nom d'Arjul Rasto. Le roi vampire se demande comment un simple humain a réussi à survivre dans cette prison infernale pendant des décennies. Pendant ce temps, la Nouvelle Alliance célèbre sa victoire avec un festin massif, rugissant de joie d'enfin pouvoir manger. Alors que les cercles alliés ont chacun perdu 20 hommes, le cercle de Rosna a subi 30 décès supplémentaires, y compris le sien. L'un des hommes de Beckham rapporte que le reste des prisonniers vaincus ont tous été ligotés et mis en stockage. Morgan lève sa nourriture en toast, remerciant son grand frère de les avoir aidés à se débarrasser de l'arrogante Rosna. Beckham regarde le vieillard boire du sang comme de l'eau et Argel commande simplement que ce n'est pas mauvais. Le vieux guerrier refuse l'offre de viande, expliquant qu'il n'a pas d'appétit après avoir autant bougé. Bacon est impressionné par la puissance de l'homme et demande officiellement s'il serait disposé à rejoindre leur cercle. Margon révèle ensuite son plan d'unir les prisonniers de classe inférieure pour combattre les détenus de classe moyenne lors de la prochaine libération. Cependant, Argel décline calmement la proposition, son expression étant illisible lorsqu'il regarde Beckham en retour. L'utilisateur de l'âme demande pourquoi et le vieillard explique qu'il est trop vieux pour de si grandes choses et qu'il le soutiendra à la place. Il se tourne ensuite vers Morgan et précise qu'il n'a pas non plus l'intention de rejoindre son cercle, à sa grande surprise. Beckham demande s'il ne viendra pas avec eux, mais Arjul s'excuse simplement en déclarant qu'il est occupé à s'occuper d'un enfant. Les deux puissants chefs ne peuvent que regarder avec confusion, se demandant tous les deux pourquoi ils s'occuperaient d'un enfant. 6 jours plus tard, le vieux guerrier et Siro sont de retour à leur entraînement et il est temps pour le garçon d'entrer à nouveau dans son être intérieur. Siro demande pourquoi il doit traverser ses souvenirs et le vieillard explique que c'est pour savoir ce qu'il désire vraiment. Sur ce, ils commencent leur méditation, tous deux assis les jambes croisées en concentration silencieuse. Le garçon se retrouve dans l'étendue sombre et aqueuse de son propre esprit, un endroit familier mais troublant. Il se souvient que c'est sa 8e fois qu'il entre dans son être intérieur et cette fois, il doit essayer de marcher continuellement vers l'avant. Il se souvient que tout l'entraînement d'Arjul a été axé sur la culture intérieure, l'obligeant à affronter des souvenirs douloureux. Alors qu'il marche, il est bombardé de visions de son passé, sa mère le suppliant de revenir alors que son père bloque la porte. Le garçon réalise qu'il préférerait être battu et ressentir une douleur physique plutôt que de revivre ces expériences traumatisantes. Il voit des souvenirs de séparation avec des êtres chers, sa maison étant détruite par des machines de guerre massives, mais il se force à aller de l'avant, confiant que le vieil homme a une raison de lui faire cela. La voix de l'aîné résonne dans son esprit, lui rappelant de ne jamais regarder en bas quand il est dans l'obscurité. Avec une nouvelle détermination, le garçon acquiesce, les yeux remplis d'un mélange de peur et de détermination en pensant au vieil homme. Il continue sa longue et pénible marche à travers le vide sombre, surmontant la douleur et les souvenirs. Après ce qui semble être une éternité, il atteint le bord d'une falaise, une impasse sans issue. Juste à ce moment-là, la voix de l'aîné lui ordonne de continuer s'il veut vraiment devenir fort, laissant le garçon terrifié. La sueur coule sur son visage alors qu'il admet qu'il a peur, mais il sait qu'il doit devenir fort. Il prend une profonde inspiration, déterminé à ne plus perdre de personnes précieuses dans sa vie. Avec un sentiment de but renouvelé, il fait un pas hors de la falaise, se rappelant qu'il ira bien tant qu'il ne regardera pas en bas. Mais alors qu'il tombe, ses yeux s'écarquillent de terreur en réalisant qu'il n'est pas seul dans l'abîme sombre. Quelque chose est là à ses pieds, un vortex tourbillonnant d'énergie violet foncé qui semble l'appeler. Une voix résonne dans l'obscurité, le saluant après ce qui a été très long. La voix exprime sa tristesse qu'il ne l'ait pas appelée jusqu'à présent et le garçon réalise qu'elle lui parle. Il essaie nerveusement de répondre, mais la voix lui demande s'il peut l'entendre ou s'il l'ignore encore une fois. L'entité sombre le blâme pour la souffrance de son peuple et le garçon est stupéfait par l'accusation. Elle affirme que s'il n'avait pas été si égoïste, son peuple ne serait pas mort et qu'il a souffert à cause de lui. Une créature démoniaque massive à plusieurs yeux émerge des ténèbres. Sa présence est accablante et terrifiante. Le garçon a du mal à respirer, l'immense pression l'écrasant alors qu'il supplie que la douleur cesse. Ses yeux s'écarquillent de pure terreur, l'assaut psychique devenant trop fort pour qu'il puisse le supporter. Il pousse un dernier cri d'agonie alors que l'obscurité menace de le consumer complètement. Juste au moment où il est sur le point d'être entraîné dans l'abîme, une main se tend et l'attrape, le ramenant en sécurité. Son corps se transforme, ses traits devenant plus sauvages alors qu'il serre les dents contre la douleur accablante. De retour dans le monde réel, le garçon s'effondre sur le sol alors que les anciens se tiennent au-dessus de lui, la séance d'entraînement intense enfin terminée. Arjul le félicite, un petit sourire sur son visage alors qu'il regarde le garçon épuisé mais transformé. Siro regarde son propre corps, choqué de voir qu'il est devenu plus grand et plus puissant après avoir affronté les ténèbres intérieures. Le vieil homme lève les yeux avec une expression sérieuse, sentant que le moment de leur prochain défi est enfin venu. L'aîné dit au garçon de le suivre en lui promettant de lui enseigner ce qu'il désire vraiment. Siro est confus, son esprit tournant encore à cause de l'entraînement intense alors qu'il se demande ce qu'il désire. Arjul le regarde avec une expression sérieuse lui proposant de lui apprendre à se battre. Il flotte ensuite dans les airs, son corps en apesanteur alors qu'il se prépare pour leur première leçon de combat.
Le garçon est choqué lorsqu'un point vole vers son visage, son esprit ayant du mal à traiter cette attaque soudaine. Mais son instinct se met en marche et il parvient à esquiver le coup de poing, surpris par ses propres réflexes retrouvés. Cependant, l'aîné est implacable, assénant un coup puissant qui fait voler le jeune garçon en arrière. Il atterrit lourdement sur le sol et Argyle explique que pour devenir habile au combat, plusieurs méthodes sont nécessaires. La première et la plus importante est d'apprendre à se battre avec un instinct pur et sans mélange. Les deux s'affrontent dans un déluge de coups, l'aîné poussant son nouvel élève à ses limites absolues. Il dit au garçon de faire ressortir ses instincts sauvages et de les utiliser à leur plein potentiel. Le vieil homme note que si la puissance de Siro est bonne, ses mouvements sont beaucoup trop évidents et faciles à prédire. Il contre facilement l'attaque du garçon, le faisant voler une fois de plus avec une frappe bien placée. Arjul lui dit d'arrêter de penser et de simplement suivre ses impulsions, en embrassant sa nature sauvage. Il exhorte le garçon à se battre avec le sentiment qu'il va tout fracasser sur son chemin, libérant ainsi sa véritable puissance. Alors qu'ils continuent leur intense entraînement, les attaques du garçon deviennent plus rapides, plus fluides et beaucoup plus imprévisibles. L'aîné note que les attaques de ses élèves ne sont plus seulement concentrées sur sa tête, mais se sont propagées à tout son corps. Il réalise que le garçon a commencé à utiliser la pure intuition au lieu de sa tête, un signe de son talent grandissant. Arjul est impressionné et admet que le fait d'être capable de mettre immédiatement ses enseignements en pratique est un don rare. Les deux continuent leur entraînement intense, les bruits de leur bataille résonnant à travers la prison désolée. L'aîné révèle ensuite la deuxième méthode pour devenir habile au combat. Il assène un autre coup puissant, faisant voler le garçon en arrière dans une explosion d'énergie ardente. Argyle explique qu'il existe une différence dimensionnelle entre ceux qui ont goûté à la souffrance et ceux qui n'y ont pas goûté. Il poursuit son assaut incessant, forçant son élève à endurer la douleur et à dépasser ses limites. Le jeune garçon a du mal à se défendre, son corps meurtri et contusionné par l'entraînement intense. Finalement, il s'effondre sur le sol, complètement épuisé et incapable de bouger un seul muscle. Une chaude lueur orange commence à émaner de son corps, l'entourant d'une aura ardente. L'aîné observe avec une expression pensive, se demandant si le garçon sera capable de revenir à son état normal. L'énergie ardente s'intensifie, consumant le corps du garçon alors que la transformation atteint son apogée. Arjul s'agenouille à côté de lui, décidant que la troisième méthode devra attendre une autre fois. Il regarde le garçon inconscient, se demandant combien il sera capable de progresser à partir de ce moment. Pendant que le garçon dort, le vieil homme s'avoue qu'il a hâte de voir les progrès de ses élèves. Siro se retrouve dans un rêve, une vision d'un vieux souvenir de son jeune moi courant vers sa mère. Il se voit pêcher avec son père, une période paisible et heureuse d'il y a longtemps. Le rêve se transforme alors et il se souvient d'une époque où son père favorisait toujours son grand frère. Il se souvient du sentiment de ne pas être aimé, regardant son père et son frère s'éloigner sans lui. Le jeune garçon se tient seul dans l'obscurité, le poids de ses tristes souvenirs pesant sur lui. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il réalise que tout ce qu'il veut, c'est revoir son père. De retour dans le monde réel, il se réveille et se retrouve assis à côté d'Argyle qui note son rétablissement rapide. L'aîné explique qu'ils sont sur le toit d'un bâtiment et lui dit de se concentrer sur les prisonniers en dessous. Le garçon utilise ses sens nouvellement améliorés, ses yeux brillants alors qu'il regarde les prisonniers en dessous. Il se demande pourquoi tout le monde dort et l'aîné confirme que c'est maintenant l'heure du sommeil pour les détenus. Argel demande ensuite à son jeune élève ce que cela fait d'avoir surmonté le système de non-respect des prisons. Il explique que seuls ceux qui ont vraiment affronté les ténèbres en eux-mêmes peuvent surmonter les règlements de la prison. Le jeune garçon regarde ses mains avec admiration, se demandant si lui aussi peut maintenant être comme le vieil homme. L'aîné note silencieusement que la marchandise croît beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu au départ. Il pense que la croissance du garçon signifie qu'il devrait être échangeable contre les médicaments nécessaires au maintien de son propre corps. Le vieux guerrier serre sa poitrine, sachant que son corps affaibli a surutilisé ses forces depuis trop longtemps. Il pense à tous les problèmes récents comme la celle de Nécromancien et la femme au fouet Rasna. Il se souvient également de sa récente rencontre avec le puissant commandant de la secte du culte des démons, Darku. L'aîné conclut que la rencontre avec les personnes dangereuses qu'il a évitées pendant si longtemps était probablement inévitable. Ailleurs, un détenu polit soigneusement sa grande lame en préparation de l'événement à venir. D'autres prisonniers se préparent également, un chef leur disant de ne pas baisser leur garde. Morgan réfléchit à ses 3 années de survie, estimant qu'il a maintenant saisi l'intuition nécessaire pour ce jour. Il se tient prêt et déterminé, jurant de surmonter habilement le défi à venir une fois de plus. Sero remarque que tout le monde semble occupé et l'aîné confirme qu'aujourd'hui est le jour de la libération. Le vieux guerrier explique que c'est un système conçu pour que les prisonniers anticipent et beaucoup mourront aujourd'hui. Soudain, ils lèvent tous les deux les yeux, un phénomène étrange et inattendu les prenant complètement au dépourvu. Sero reconnaît la lumière de l'appel et l'aîné note que la libération commence plus tôt que prévu. Une annonce du système déclare que la libération commence maintenant alors qu'un grand portail lumineux apparaît dans les airs. Arjal et Siro lèvent les yeux alors qu'une structure massive de haute technologie se matérialise dans le ciel les baignant dans une lumière colorée brillante. Un pilier imposant d'énergie hexagonale dorée jaillit du sol,
identifié comme le corridor inférieur 8972. Les autres prisonniers sont engloutis dans la lumière intense. Leur visage montre un mélange de choc et de confusion alors que l'événement se déroule. L'aîné explique qu'il s'agit de la Crélis, un système qui force tous les détenus à sortir de leur cellule et à entrer dans les couloirs. Il avertit que les couloirs sont des endroits dangereux remplis de monstres, mais il présente également une excellente opportunité. Arjul sent alors une nouvelle menace approcher et dit à Siro de se préparer alors que la première vague d'ennemis arrive. Un groupe de petites créatures ressemblant à des gobelins armés de poignards acérés charge soudainement vers eux depuis la lumière. Une horde massive de créatures jaillit du portail, leurs cris aigus remplissant toute la zone. Le jeune garçon est complètement dépassé par le nombre de monstres qui chargent directement sur eux. Le vieux guerrier dit calmement à son élève de se préparer car aujourd'hui, ils vont enfin vivre un vrai combat. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.